Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Foot Academy sur IRM.radio, la radio digitale qui monte bien sûr, IRM.radio. La Foot Academy, vous connaissez, c'est le mercredi et c'est une émission qui permet à de jeunes chroniqueurs de se révéler, de s'exprimer, notamment aux stagiaires de la formation chroniqueur audiovisuel que nous avons effectuée en partenariat entre l'ACAD de Richard Joffo et le Formation Club France. L'équipe ce soir est au grand complet, certains sont là, certains sont avec nous, mais de très loin, vous allez le voir. Et pour entourer tout ce beau monde, Marion Edalo, journaliste et chroniqueuse. Marion, comment allez-vous? Ça va très bien, Gilles, bonsoir. Vous êtes en forme? Oui, ravie d'être là. Vous êtes contente ce soir? Dites-moi pourquoi vous êtes contente. Parce qu'enfin, l'année a très bien commencé. Thomas Tuchel est enfin parti du Voilà. PSG. On reparle foot de haut niveau à Paris. Très bien. Avec nous également Fatima Zahra, El Alami, journaliste. Comment allez-vous, Fatima Zahra? Bonsoir Gilles, ça va très bien et vous? Ça va? Vous êtes aussi contente que Marion? Aussi contente que Marion. Les sourires sont là, tout va bien. Il est là également. Mais depuis la Californie. Ah, lui, c'est l'homme d'Oakland en Californie. Julien Valk. Bonsoir, Julien. Bonsoir Gilles, bonsoir Marion, bonsoir toute la team. Comment allez-vous? Comment va la Californie? C'est chaud aux États-Unis. Ah, c'est chaud, c'est très très chaud. C'est la Californie et même les États-Unis sous haute tension, mais ça va. On a connu pire. Vous êtes en forme, vous? Toute la famille va bien? Moi, toute la famille va bien, tout le monde va bien. On touche du bois, tout se passe bien. On reste en sécurité. C'est du séquoia, le bois en Californie. Vous touchez du séquoia? Du séquoia, on touche un peu de tout, on touche tous les bois possibles. Depuis la Suisse, il touche du sapin. Nicolas Nicastro, comment allez-vous, Nicolas? Bonsoir Gilles, ça va super et vous? Ça va? Vous êtes sous la neige? Ouais, il neige en Suisse là, c'est la galère complète. Très bien, mais c'est ce qu'il faut. Vous faites du ski, vous êtes bon en ski en Suisse. Ouais. En Italie aussi, vous êtes bon skieur. Depuis Toulouse, il est là également, je le vois sourire. C'est Rémi Larieux. Comment allez-vous, Rémi? Bonsoir à tous et à toutes. Vous allez bien, Rémi? Avec vous, tout va bien. Toulouse, c'est gentil. Toulouse va peut-être monter finalement. Vous voyez, la dernière fois, on avait dit que Toulouse n'avait plus aucune chance, on avait tort. Ah, on est bien parti. Oui. En tout cas, si le championnat s'arrêtait là, on monte, oui. Vous remontez. Alors, ils sont avec moi en studio. Fabrice, Rémi. Ça va, Fabrice? Bonsoir, Gilles. Vous allez bien? Vous avez Bonsoir des infos sur les agents, les coulisses des transferts? Une petite info. Très bien. Ce sera mieux toujours que Ryan Javelkir, qui lui n'en a pas. Ça va, Ryan? Pas du tout. Ce soir, j'ai rien du tout. Je suis là en tant que spectateur. L'essentiel est que vous soyez là, mon bon Ryan. Vous êtes en forme? Super. Et vous, Gilles? Très bien. Alors, ce soir, le sommaire du jour est très chargé. Alors, on parle de bois et de toucher du bois. Mais il faut se concentrer parce qu'on va parler de stars, Sadio Mané, Lionel Messi, Raymond Domenech, que des stars, je vous l'avais dit, mais aussi des buteurs des grands championnats européens. On va faire le tour d'horizon avec des stats à l'appui. Et puis nos débats, bien entendu, les changements au PSG. Est-ce que c'est positif ou non? Selon Marion, le changement est positif. Tourelle est parti, Pochettino est arrivé. Et puis on parlera bien sûr du grand match de ce soir. PSG-OM, le trophée des champions. On n'oubliera pas non plus Lyon. Lyon peut-il être champion? Et la baisse des salaires dans le foot, ça commence à faire beaucoup parler. Le foot est en crise, le foot français notamment. Est-ce qu'il va falloir baisser les salaires? On va peut-être en arriver là. Pour commencer, évidemment, priorité à l'actu. L'actu chaude, c'est le match PSG-OM depuis le stade Bollard de l'Hélice à Lens. Alors Rémi Larieux, on en est où de ce PSG-OM? Alors Gilles, c'est la mi-temps, ça va bientôt reprendre. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 sur un but de Mauro Icardi à la 39e minute. À noter que les Parisiens se sont vus refuser 2 buts pour position de hors-jeu. Les Marseillais ont beaucoup de mal dans ce match. But refusé par la VAR? Exactement, la VAR a refusé 2 buts sur 2 hors-jeu, logique, de Kylian Mbappé. Est-ce que le PSG domine nettement Marseille qui est recroquevillé ou est-ce que les débats sont équilibrés? Alors, c'est un match assez décevant. C'est une première mi-temps qui se joue quand même à un rythme assez relativement faible. Les Marseillais n'ont quasiment pas eu d'occasion, à part un lob tenté par Camara. Mais sinon, les Parisiens dominent sans trop forcer. Alors le PSG qui pourrait peut-être conquérir son premier titre de l'ère Pochettino, à peine arrivé, peut-être déjà couronné. En tout cas, le PSG mène 1-0. Donc Thomas Tuchel, depuis que nous nous sommes vus sur IRM.radio pour la Foot Academy, Thomas Tuchel a été viré très très brutalement, du jour au lendemain quasiment. Vous me direz, c'est souvent le cas dans le football. Pochettino est arrivé. Alors Marion Edalo, vous sauriez pourquoi êtes-vous content de l'arrivée de Mauricio Pochettino au PSG? Parce que comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, Mauricio Pochettino, pour moi en tout cas, n'est peut-être pas le meilleur entraîneur du monde, ça c'est une évidence, mais on reparle foot de haut niveau. C'est-à-dire qu'enfin,
On a un entraîneur qui a fait ses preuves dans un club de première ligue, donc déjà c'est important, qui a eu l'habitude des stars et des grandes stars, qui a eu l'habitude de gérer un vestiaire pas facile parce que Dieu sait que le vestiaire de Tottenham était compliqué et qui a été capable de mener aussi une équipe de Tottenham en finale de Ligue des Champions. Puis en finale de Ligue des Champions, à un moment difficile. Je ne parle pas comme le Final 8, si vous voulez. C'est-à-dire vraiment avec l'Ajax qui était au top, voilà. Et moi, franchement, ce Tottenham de Pochettino m'avait beaucoup séduite. Et donc, je ne suis pas mécontente, en tout cas pour le Paris Saint-Germain, que l'on renoue enfin dans ce club avec un bon entraîneur. Fatima, Zahra El Alami, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Pochettino et du limogeage de Tourelle? Vous êtes pro-Pochettino ou pro-Tourelle? Alors, pour l'instant, je suis ni pro-Pochettino ni pro-Tourelle. Très bien, je reconnais votre courage. Elle est normande, hein. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas de décision. Je pense surtout que le PSG au complet, avec toutes les stars que le PSG a, on sait très bien que le PSG est au-dessus de toutes les équipes de Ligue 1. Mais je trouve pour l'instant que le débat est encore vide. Laissons les matchs se faire, laissons les matchs se dérouler, qu'on puisse analyser la tactique, les résultats réels de Pochettino. Et puis, attendons quand même. Fatima Zahra, je l'adore, je lance un débat, elle me dit que le débat est vide. Ryan Djabelkir. Pochettino ou Tourelle? Ah, moi, c'était Tourelle. Moi, ça a toujours été Tourelle. Mais bon, c'est dommage que quand lui tape dessus, Tourelle, ça a été l'entraîneur le plus critiqué d'Europe. Franchement, il a été critiqué partout. Il y avait Emery avant lui qui était pas mal critiqué aussi. Oui, aussi. Ben avant lui, oui, bien sûr. Ben là, on parlait de Tourelle. Donc Tourelle, pour moi, ça a été l'entraîneur le plus critiqué. Donc franchement, et Solskjaer, et Guardiola, et Favre, non, Tourelle a été beaucoup plus critiqué. Peu importe. Et Sarri la saison dernière. Peu importe les décisions qu'il prenait, il a toujours été critiqué. Que ce soit Kerrer en défense, Diallo, il a essayé Danilo Pereira en défense, on l'a critiqué. On lui a craché dessus parce qu'il a mis Diallo. On lui a craché dessus parce qu'il a mis Kerrer. Et le mec, il savait plus quoi faire. Franchement, on n'a pas beaucoup craché. Fabrice Rémy, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pro-Tourelle ou pro Moi, je suis pro-Tourelle. Pourquoi? Parce que pour moi, Pochettino, c'est la copie conforme de Tourelle. Il n'a rien gagné, on est d'accord. Il n'a gagné aucun titre en club. Tourelle, il avait gagné quand même une coupe en Allemagne. La seule différence, c'est qu'il a l'expérience du Paris Saint-Germain. Il a joué au Paris Saint-Germain, bon, on va dire maintenant, ça remonte à 15, 16, 17 ans. Donc, il connaît un peu la maison. Mais après, pour moi, c'est exactement la copie conforme. C'est pareil aussi que Emery. Au Paris Saint-Germain, il faut un entraîneur quand même un peu plus haut. Et on va voir avec le temps que ça va trop rien changer pour ma part. Julien Valque, depuis la Californie, vous êtes pro-Tourelle ou pro-Pochettino? Qu'est-ce que vous pensez du changement d'entraîneur au PSG? Fallait-il changer? Bien évidemment. Moi, je suis un pro-Pochettino. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Le PSG, avec l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, le PSG, au fur et à mesure du temps, avait perdu son âme. Et le fait d'avoir un entraîneur qui a été aussi capitaine du PSG, qui a joué avec son cœur à l'époque où le Paris Saint-Germain n'était pas aussi puissant que maintenant, la personne revient avec beaucoup d'amour. Certes, il revient en tant qu'entraîneur, comme ils disent, il n'a pas beaucoup d'expérience, il a juste entraîné Tottenham, mais Tottenham, il les a quand même poussés, ça a été quand même une équipe qui ne valait pas grand-chose, il les a poussés juste en finale de la Ligue des Champions. Moi, je pense que Pochettino, justement, avec l'amour des supporters, l'amour du club qu'il a, je pense que ça va faire quelque chose. Le PSG a retrouvé une âme. Et quand on voit le dernier match, justement, les supporters qui lui ont fait un beau tifo dans les tribunes malgré leur absence, le tifo qui disait « Après 18 ans d'absence, tu es de retour à la maison, bienvenue capitaine », je pense que c'est un message, justement. Le PSG avait besoin de ça, de retrouver une âme. Et Pochettino, c'est l'âme du PSG. Nicolas Nicastro, qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous, depuis la Suisse, vous l'Italien de Suisse, est-ce que vous êtes militant pour l'un des deux ou est-ce que la neutralité suisse l'emporte? Je vais être neutre, mais moi je suis pro Ça, c'est la Suisse qui a déteint sur vous. Hein. Exact, c'est la Suisse. Mais il faut pas analyser comme quoi Tourelle serait un meilleur coach que Pochettino ou l'inverse. C'est qu'en ce moment, Tourelle, il pouvait plus entraîner au PSG parce qu'il avait plus le vestiaire entre ses mains. D'après les rumeurs, d'après plusieurs sources, après le match face à Başakşehir à Istanbul, Tourelle avait complètement perdu son vestiaire. Et donc, au lieu de jeter 6 mois à la poubelle, une demi-saison, les dirigeants du PSG se sont dit c'est le moment de changer. Et ils ont regardé qui y avait sur le marché. Et selon moi, il n'y avait pas mieux que Pochettino, qui en plus est sud-américain
qui a toujours fait bien dans tous les clubs dans lesquels il est passé, que ce soit à Southampton, à Tottenham ou à l'Espagnol, et qui propose un jeu très moderne et très plaisant à regarder pour tous les supporters. Et Nicolas, c'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu de Pochettino alors? Ce jeu plaisant que vous décrivez, que vous nous louez, c'est quoi? Quand je vous dis jeu moderne, c'est un jeu basé sur l'intensité, sur la verticalité, sur la possession de balle. Et tout ça, ça fait que quand on parle de beau jeu, c'est ce qu'on veut dire. Et je pense qu'il y avait le choix entre Allegri et Pochettino. Et Allegri, c'est justement le prototype de l'entraîneur italien qui joue avec le bus derrière. Et il y avait Pochettino qui n'a rien gagné, mais qui propose du beau jeu. Le PSG, ils ont fait ce choix-là, principalement pour le jeu proposé par Pochettino et qui, en plus, à mon avis, pourra faire gagner le Paris Saint-Germain. Rémi Larieux, alors d'abord, les nouvelles du match, toujours 1-0 pour le PSG? Le match vient de reprendre, on joue la 51e minute, toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Les Marseillais vont devoir proposer autre chose s'ils veulent revenir dans ce match. Oui, parce que le PSG a l'habitude de collectionner les victoires dans le Trophée des Champions. Hein. PSG invaincu depuis une éternité. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous alors, Rémi? Pochettino, c'est une arrivée bénéfique ou Tourelle aurait mérité de rester un peu plus? Bon, le sort de Tourelle était acté, ça je pense qu'effectivement on est d'accord là-dessus. Après sur Pochettino, je vais rejoindre Fabrice, on est encore sur le même archétype de recrutement du côté du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire de prendre pour la 3e fois un entraîneur qui est en vogue. C'est-à-dire qu'on aimait effectivement l'arrivée de Emery parce que c'était l'entraîneur qui avait fait gagner Séville. On aimait l'arrivée de Tourelle parce que c'était l'entraîneur qui a fait gagner Dortmund. Là, c'est pareil, c'est l'entraîneur qui fait gagner Tottenham. Je pense qu'effectivement, il va falloir que les résultats parlent rapidement. Et je voudrais alerter tout le monde. Pochettino a quand même signé un contrat de 18 mois. C'est le plus court contrat qui est proposé de l'ère qatari. Un entraîneur parisien. Est-ce que c'est un signe, je ne vais pas dire de défiance, je ne vais pas exagérer, mais est-ce que c'est un signe qui montre que les Qataris, les dirigeants parisiens ont peut-être une autre idée en tête? Alors Rémi, vous nous alertez bien entendu si un événement marquant se produit pendant le match ou si des buts sont inscrits. Hein. La parole est à vous. Alors je vous promets pas la petite musique. Ah si, vous criez, but comme ça, d'accord? Je vous promets d'intervenir dès qu'il y a un but. Allez-y, essayez de crier. Je vais voir si je vous donne la parole. Essayez de crier. Ah ouais, mais alors là, Richard Joffo, qu'on salue et qui était la réalisation, vous aide. Alors d'accord. Moi, on me laisse seul dans le vide et vous, on vous aide. Allez-y, retentez Rémi, un cri. But, allez-y. Et je vous interromps le but pour l'Olympique de Marseille à l'instant. Très bien. On n'y croit pas. On n'y croit pas, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Alors... Ah oui, Richard, là, Richard. Sur RRM.radio, c'est là où ça se passe. Roue libre. Il y a que là pour entendre des sonneries. C'était une cornemuse, une trompette, une corne de brume, comme ça. Ah, très bien. Alors Marion, c'est la grande question. Marion, c'est la grande question. Qui a choisi Pochettino? Est-ce que c'est Leonardo? On parlait de Doha. Est-ce que c'est Doha? Alors visiblement c'est Doha, mais Leonardo était évidemment pas contre. Évidemment, on peut pas être contre un entraîneur qui a prouvé en première ligue, surtout, qui est quand même le championnat. Alors, on parle de Bundesliga. Même si son homme à Leonardo était peut-être Allegri, lui. Ah, mais il a dit très tôt qu'Allegri ne viendrait pas. Hein. Oui, mais il a senti peut-être qu'il ne pourrait pas imposer son choix. Oui, enfin, dès qu'il est arrivé, il a expliqué qu'Allegri ne viendrait pas. Donc, non, mais c'est pas si mal, franchement, c'est pas si mal. Fatima Zahra, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est Doha ou que c'est Leonardo qui a choisi? C'est totalement Doha. En tout cas, c'est un gros choix. C'est un gros choix de Doha. C'est la direction qui prend cette décision et absolument pas Leonardo. Ah non, attention. Non, ça, les infos, elles sont claires là-dessus. Ça a été quand même, c'est même Leonardo qui a proposé à Doha. Que Doha dise évidemment, bien sûr, oui, mais là quand même, c'est important de le dire. Fabrice Rémy, est-ce que vous pensez que Pochettino, avec cette durée de contrat dont parlait Rémy, est sinon fragilisé, du moins que peut-être il ne faisait pas l'unanimité et qu'on a trouvé une sorte de compromis? Moi, à mon avis, c'est exactement ce que vous dites, Gilles. Moi, je pense que Pochettino, c'est pas vraiment l'entraîneur pour le Paris Saint-Germain. La différence, c'est que Tuchel, il avait un problème avec la direction. Ça, on le sait. À Dortmund, c'était pareil. Donc, souvent, il a des soucis avec la direction. Tuchel, c'est un entraîneur pour moi qui a amené beaucoup plus de choses. Là, Pochettino, ça va être... je pense que Leonardo a ramené un entraîneur qui va pouvoir maîtriser, qui va pouvoir tenir, en fait, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que, ils lui ont fait signer un contrat assez court. Au cas où, si vraiment ça ne va pas,
à la fin de la saison, bon, ils vont le virer tout de suite. Le PSG, c'est beaucoup de politique, hein. Il faut être un entraîneur politique. Quand vous ne le comprenez pas, quand vous n'êtes pas dans la ligne politique, que vous ne savez pas louvoyer entre, non pas des clans, mais des idées différentes, des décideurs qui n'ont pas toujours le même objectif, vous ne pouvez pas rester longtemps. Ryan Jabilke, vous êtes d'accord? Exactement. Il faut savoir que les entraîneurs au PSG, ils n'ont pas énormément de pouvoir, c'est-à-dire même pour le recrutement. Niveau recrutement, on sait très bien que Nasser El Khelaifi, il fait partie des hommes de pouvoir et qui choisit un peu les joueurs qu'il veut. Et moi, je suis du même avis que Fabrice, parce que pour moi, Pochettino n'a pas le bon caractère pour être au Paris Saint-Germain. À défaut de venir entraîner le PSG, parce que quand on a vu à Tottenham, il a laissé partir Dele Alli. Dele Alli est parti totalement en vrac. Et franchement, là, il y avait en vrille et en vrac, et vous avez fait vraille. Vous avez trouvé le compromis, vous. Voilà, c'est ça, c'est ce que je fais, régulièrement. Mais, il est venu au PSG, et on sait très bien que Neymar, il va pas. Enfin, faut vraiment avoir un entraîneur avec beaucoup de caractère comme Diego Simeone. Alors justement, Julien Valk, la question c'est: est-ce que Neymar et Mbappé vont prolonger? Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Pochettino peut les inciter à rester au club? Je pense que ce n'est pas l'arrivée de Pochettino qui va les inciter à rester au club. Je pense que c'est plus l'argent qu'ils vont avoir sur leur compte en banque. Après, c'est ils peuvent l'avoir ailleurs éventuellement, Julien. Ils peuvent avoir l'argent ailleurs, sur un compte en banque. Ils peuvent l'avoir ailleurs, mais justement, quand le PSG, quand on a un club comme Paris et comme on a des dirigeants comme Nasser El Khelaifi et autres, je pense qu'un joueur comme Mbappé ou un joueur comme Neymar, c'est quand on l'a dans notre équipe, on peut justement le garder. Encore faut-il qu'il reste. Encore faut-il qu'ils veuillent rester, je vous signale. Ils vont rester, vous nous l'annoncez. Je vous le garantis, je suis sûr et certain qu'ils vont rester. Je pense que le PSG, justement, essaye de plus se renforcer niveau défensif, niveau milieu offensif, milieu et attaque, on a déjà notre équipe. Je pense qu'après, ça va être plus côté défensif. Mais non, Mbappé et Neymar vont rester. Je pense que le gros sujet, ça va être justement Mbappé, mais je pense que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Je pense que Pochettino, il va justement, après son temps d'essai, va justement re-signer. Et je pense que ça va le faire, parce qu'on a beau dire qu'on a, comme il dit Ryan, on a besoin d'un Diego Simeone. Non, on a besoin d'une personne avec une âme du PSG. Je pense que justement, Pochettino a justement cette âme, comme je le disais tout à l'heure, et je pense que ça peut le faire. Il sait cadrer justement des grands joueurs. Nicolas Nicastro, est-ce que vous pensez-vous qu'Mbappé va rester? Est-ce que également peut-être la crise sanitaire, la pandémie mondiale de coronavirus va faire que les joueurs vont peut-être moins bouger, que les stars qui gagnent énormément d'argent, qui coûtent cher en transfert, vont être incités peut-être à rester dans leur club? Je pense que l'impact de la crise sanitaire se fera surtout ressentir sur les plus petits clubs qui ont des moyens modestes. Mais si on prend des clubs comme le Real Madrid ou le Barcelone ou Liverpool qui pourraient se permettre un joueur comme Mbappé, je ne pense pas que la crise sanitaire et le coronavirus auront une influence là-dessus. Donc je pense que tout va dépendre si par exemple Mbappé va réussir à bien s'intégrer dans le jeu de Pochettino qui en général met en valeur ses attaquants justement. Si ça prend, je pense que Mbappé aura l'envie de rester 1 ou 2 saisons supplémentaires au PSG. Par contre, si on voit que pendant ces 6 mois, Mbappé n'arrive toujours pas à donner le meilleur de soi-même sous Pochettino, il aura l'idée de partir au Real Madrid qui, à mon avis, l'accueillera à bras ouverts. Rémi Larieux, monsieur But, qu'est-ce que vous en pensez? Mbappé va rester? Je pense que Mbappé, en tout cas, il doit rester. C'est-à-dire que si Paris veut garder une image, justement, cette image positive, cette dynamique, Paris Saint-Germain doit il doit rester pour le club, mais lui, est-ce qu'il va rester? Ça, bien sûr que pour le PSG, perdre Mbappé serait perdre le projet. N'oublions pas qu'Mbappé est l'incarnation du projet. La jeunesse triomphante, la jeunesse de banlieue, la jeunesse de Paris. Donc ce serait vraiment une perte considérable au-delà du joueur pour le PSG. Un symbole. Après, je retourne le problème parce qu'en fait, vous dites, est-ce que Paris est capable encore de prolonger, de garder Kylian Mbappé? Mais qui est capable d'accueillir aujourd'hui Kylian Mbappé avec ce salaire important, justement, avec cette crise sanitaire? Je ne suis pas convaincu, comme vous disiez en introduction, qu'il y ait beaucoup de transferts qui vont se faire cet été à cause de ça. Le match, toujours 1-0 pour le PSG? Alors, toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. L'entraîneur marseillais a fait quelques changements puisque Benedetto et Sanson sont rentrés en jeu. Et les Marseillais, ça s'en ressent
puisque les Marseillais sont bien mieux face à des Parisiens qui continuent à gérer, mais il n'y a que 1-0 pour le moment. C'est-à-dire que Marseille n'a pas encore dit adieu à ce trophée des champions monopolisé depuis des années par le PSG. Alors si Pochettino, l'entraîneur qu'une courte majorité loue dans cette émission, si Pochettino commençait évidemment par une défaite dans le trophée des champions, ça marquerait mal quand même son arrivée, mais pour le moment, il est en tête et il a l'occasion de reprendre un trophée. Ryan, oui. Alors si je peux dire une petite précision, Mandanda est sorti, remplacé par Yoann Pelé. D'accord, donc le PSG va accroître son avance. Voilà, il compte sur Pelé pour marquer un but sûrement. Mandanda est sorti, Rémi, blessure? À la mi-temps, mais on ne sait pas encore si c'est une blessure parce qu'ils ont attendu effectivement Pelé s'échauffer depuis le début de la première mi-temps et on n'a pas encore forcément les infos. Et là, vous allez avoir bientôt la rentrée de Neymar sur le terrain. Ah voilà. Donc Neymar. D'accord. Vous nous raconterez les premiers pas de Neymar sur un terrain de football. Neymar et Kimpembe qui vont rentrer en jeu pour le Paris Saint-Germain. Ah, vous nous raconterez ça. Hein. J'ai hâte de voir Neymar rejouer. Alors, il y a un autre club, avant de revenir au PSG, puisque de toute façon, on en reparlera largement au moment de l'avènement, de l'achèvement de ce match. Il y a un autre club qui fait l'actualité. Il y a un autre club qui domine la Ligue 1, parce que ce n'est pas Paris, un club champion d'automne. Et la grande question, c'est donc Lyon. Lyon champion d'automne. Est-ce que Lyon, après ce titre honorifique, peut conquérir le titre de champion de France de Ligue 1? Fatima Zahra, qu'est-ce que vous en pensez? Lyon champion? Alors, c'est totalement possible. Je pense tout de même qu'il faut qu'on se calme parce qu'on a Lyon qui n'a qu'un point d'avance sur Paris et Lille. C'est la course des trois. Honnêtement, c'est tant mieux pour la Ligue 1. On a enfin une course pour la première place. Attention, Lyon est totalement focus sur le championnat car justement, ils n'ont plus de compétition européenne, ce qui n'est pas le cas pour le PSG qui est toujours en Champions League et ce qui n'est pas également le cas pour Lyon qui est en Ligue Europa. Lyon 40 points, le PSG 39, même nombre de matchs, 19, Lille 39 également. Monaco 33 distancé, Marseille 32, mais avec 2 matchs de moins. C'est-à-dire que Marseille, malgré quelques faux pas ou atermoiements récents, est toujours possiblement, hypothétiquement, dans la course au titre. Marion, Lyon champion? Je suis d'accord avec Fatima, on va se calmer un petit peu. C'est vrai qu'il leur reste le championnat. Mais ils sont en tête quand même. Non, mais c'est vrai, ils sont en tête et de la plus belle des façons. En début de saison, j'ai dit, et si Lyon finissait champion de France? Ouais. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu de changement de coach à Paris. Et voilà, donc maintenant les cartes pour moi les cartes sont rebattues. Vous avez de la suite dans les idées. Hein. Voilà, donc maintenant je me dis ça va être plus difficile pour Lyon, c'est une évidence. Fabrice, Rémi, Lyon champion, possible? Largement possible. Pour moi, Lyon ont de grandes chances d'être champion cette année. Pourquoi? Après, ça va dépendre du parcours de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. C'est vrai que s'ils passent les huitièmes, les quarts, après, ils vont peut-être plus se concentrer sur la Ligue des Champions et un peu délaisser le championnat. Après, il ne faut pas oublier que Lyon, actuellement, ils ont le meilleur attaquant de la Ligue 1, donc Memphis Depay, et le meilleur milieu, on va dire, relayeur offensif, qui est Oussama Aouar. Et ils ont fait un très bon recrutement avec Islam Slimani. Donc, à mon avis, cette année, Lyon a de grandes chances d'être champion, surtout quand on voit le Paris Saint-Germain depuis quelques semaines. Pour vous, et pour revenir au PSG, Memphis Depay est meilleur que Kylian Mbappé? Actuellement, oui. Oui. Ryan, vous êtes d'accord? Bien sûr que oui. Depay, il est beaucoup plus finisseur. Mbappé rate beaucoup de choses. Il fait des touches de trop, il dribble trop, il est trop perso, il se neymarise. Comme Petit a dit, il se neymarise et le problème c'est que il en fait trop, beaucoup trop. Comme qui l'a dit? Il a dit, Emmanuel Petit a dit que Mbappé se neymarisait. Et vous citez Emmanuel Petit, vous? C'est Exactement. votre référence? Oui, effectivement. Très bien, pourquoi pas? J'ai fait la même coupe il y a longtemps. Pourquoi pas? Et alors, est-ce que selon vous, Lyon peut être champion? Oui, alors oui. Contrairement à Fatima Zahra et Marion Hidalgo, je pense que si c'est le moment et que moi je me comment dire les 3 prochains matchs qui arrivent, Lyon-Metz, Saint-Etienne-Lyon et Lyon-Bordeaux, pour moi c'est des matchs jouables. C'est-à-dire que la victoire pour moi est assurée. Déjà les 3 prochains matchs, on sait très bien que Lyon va gagner les 3 prochains matchs. Donc pour moi c'est largement faisable. À vous c'est 3 matchs, 9 points directement, sans les jouer. Ça, bien sûr. À ce rythme-là, effectivement, Lyon va être champion. Julien Val, depuis la Californie, vous croyez à Lyon?
Ah, vous êtes un sage, vous misez sur les favoris en général là-bas. Il n'y a pas de surprise en Californie. Non, alors moi déjà, pour être clair, je vais remettre un petit peu d'ordre dans cette émission. Absolument, Julien. Mais vous savez, je vous attendais pour ça. C'est vrai, on attend Le roi du séquoia, allez-y. Alors, merci beaucoup. Merci. David Beckham. Non, ce que je veux dire, c'est que Lyon, ok, c'est une équipe justement talentueuse, ils ont des joueurs, mais il faut arrêter de dire que Lyon va être champion, tout ça, parce qu'ils ont été champions d'automne cette année. Moi, je vous dis honnêtement une chose, c'est que Lyon, ils ont les capacités, mais Lyon, comme toutes les années qui s'est passé, ils vont tout donner sur un seul joueur en particulier. Ça a été sur Memphis Depay, maintenant ça va être sur Slimani. Qu'est-ce qui se passe à Lyon? Justement, Lyon va tomber. Comme si on dit que Lyon peut être champion, Lille peut être champion, Marseille peut être champion. On oublie Lille, Lille, un point de retard seulement. Voilà, c'est ça. Exactement. On oublie toutes les équipes derrière. C'est parce que voilà. Et c'est ce qui va justement nuire à Lyon. C'est que justement tous les médias et tout le monde déjà voit Lyon champion, tout ça. Parce qu'ils sont premiers. On va parler de Lille parce qu'ils sont troisième, Lille, Julien. Ils sont premiers. Tout le monde connaît le contexte. Mais ils sont premiers. Le contexte voilà. Si on regarde tous les autres championnats, il y a la même chose dans tous les autres championnats. Il y a des équipes un peu surprises qui finissent sur le haut du tableau. Pour moi, Lyon, c'est une équipe surprise qui est au-dessus du tableau. Ils prennent un peu la grosse tête, c'est dommage. Il faut qu'ils tombent de leur piédestal, qu'ils retrouvent le championnat. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Et si Lyon déjà arrive dans les 3 premiers, ça serait déjà un succès pour eux. Julien, merci. C'était la tirade à la gloire du PSG, non pas de Lyon. Mais c'est bien, il prend des risques. Oui, absolument. Il prend des risques, toujours. c'est pas mal, c'est bien. Le Californien est joueur. C'est pas mal. Nicolas Nicastro, qu'est-ce que vous pensez de Lyon? Il y a quelqu'un qu'on oublie un peu quand même et qui est peut-être ou sans doute responsable de ce beau parcours lyonnais, c'est l'entraîneur. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que Rudy Garcia est en train de faire du très bon taf, mais moi je pense pas qu'ils seront champions parce qu'on peut constater dans tous les championnats majeurs actuellement, les premières places sont très très serrées. Et ça, c'est à mon avis à cause de la crise du coronavirus qui a fait que justement l'UEFA a mis en place un calendrier très très serré. Et donc les équipes qui ne jouent pas l'Europe sont avantagées entre guillemets pour le moment. Parce qu'on peut voir qu'en Serie A, il y a le Milan qui est devant pour la première fois depuis des années. En France, c'est Lyon. Mais le problème avec Lyon, c'est que je pense qu'ils sont actuellement en sur-régime. Et que si l'un de leurs top joueurs comme Depay ou Aouar se blesse, je ne pense pas qu'ils ont le banc suffisant pour pouvoir continuer à lutter dans les premières places. Parce que si Depay, Toko Ekambi ou Kadewere se blessent devant, à part Cherki et Slimani qui arrivera, je ne pense pas que c'est eux qui vont faire la différence. Quand vous dites, donc, à mon avis, ils sont sur régime. Quand vous parlez des clubs qui jouent l'Europe, vous parlez surtout de la Ligue des Champions. Vous voulez dire que la Ligue des Champions monopolise. Oui, mais par exemple, vous disiez Milan. Milan est en tête, mais Milan joue l'Europa League. Oui, c'est juste, mais on peut voir que c'est très très serré et qu'il y a des équipes surprises un peu partout. Mais clairement, la Ligue des Champions prend beaucoup plus d'énergie que l'Europa League. Et donc, c'est pour cette raison que Lyon, ils sont avantagés parce qu'ils n'ont rien du tout. Et moi, personnellement, je les vois quand même finir dans les 3 premiers. Mais je pense qu'au final, le Paris Saint-Germain tirera quand même son épingle du jeu et parviendra à gagner le championnat. Rémi Larieux, on en est où de ce match? On vous entend plus. 68e minute de jeu, toujours en 0 pour les Parisiens. Je vous l'avais annoncé, la rentrée de Neymar de Kipembe. Mais également côté marseillais, la rentrée de la recrue Paul Lirola, qui est rentré en jeu il y a 5 minutes. Les Marseillais sont mieux, mais néanmoins, les Parisiens tiennent largement pour le moment ce match. Je pense qu'effectivement, il va falloir que les Marseillais tentent le tout pour le tout, quitte à prendre un deuxième but. Rémi, qu'est-ce que vous pensez de Lyon? Au-delà du suivi du match, quelle est votre opinion sur cette équipe de Lyon, championne d'automne? On ne l'attendait peut-être pas là. Alors, on a beaucoup parlé de Garcia, de Depay. Est-ce que, selon vous, ce sont les 2 protagonistes principaux de cette belle épopée lyonnaise de première partie de saison? Il y a des joueurs aussi qui ont été recrutés. On parle de Paqueta. Paqueta qui était inexistant. Assez, voilà, pourra peut-être me le confirmer puisqu'il suit bien mieux que moi le championnat italien. Ces joueurs-là, vous avez Thiago Mendes qui a été inexistant l'année dernière, qui est en train de devenir vraiment un joueur majeur dans cet entrejeu lyonnais. Et je pense que la clé de cette équipe lyonnaise, c'est justement leur entrejeu qui, aujourd'hui, s'il n'y a pas de blessure, effectivement, tient la dragée à une équipe comme le Paris Saint-Germain. On peut jouer au jeu des comparaisons, mais aujourd'hui, ce milieu de terrain et cet allant offensif lyonnais est assez impressionnant et il va falloir que Paris tienne le rythme s'ils ne veulent pas effectivement voir les Lyonnais continuer cette course. Fatima Zahra, vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'en fait,
C'est la possible épopée européenne du PSG qui pourrait faire que le PSG se consacre à cette Ligue des Champions qu'il rêve enfin de remporter, qui pourrait faire que donc le club parisien délaisserait un peu la Ligue 1 et éventuellement permettrait à Lyon d'être champion. Je ne pense pas. Je pense que Pochettino veut vraiment gagner tous les titres possibles. Il est là pour faire ses preuves, comme on a dit tout à l'heure. Son contrat voilà, a une durée très courte. Il est là pour faire ses preuves. Donc je pense que ce soit en championnat ou en Champions League, ils vont se donner à fond l'équipe, ainsi que voilà, le staff et Pochettino en l'occurrence. Alors ça c'est vrai parce que le PSG d'habitude, le grand changement c'est que le PSG écrasait le championnat. C'est-à-dire qu'à la mi-saison, le championnat était déjà plié. Là il n'est pas plié. Mais si Pochettino, que Marion adore, je vais vous donner la parole, si Pochettino pour sa première saison ne parvient pas à être champion de France, ça marque mal. Vous me direz, Carlo Ancelotti avait fait pareil. Hein. Il n'avait pas réussi à être champion au moment de son arrivée. Donc c'est peut-être pas forcément rédhibitoire, mais ce serait compliqué à gérer quand même. Oui, bien sûr que ce sera compliqué à gérer, mais en même temps, oui, ça vient d'être dit. Il est évident que l'OL est quand même bien en dessous du PSG. Là, pardon, mais c'est vrai que tout le monde s'extasie depuis quelques heures. En dessous, Marion, en dessous, oui, mais au classement, non, ils sont devant avec un point d'avance. C'est une évidence, mais on s'extasie sur l'arrivée de Slimani. J'ai rien contre Slimani, je trouve que c'est un très bon joueur. Mais attention quand même, c'est pas non plus une arrivée tonitruante. Oui, mais sans lui, ils sont déjà en tête. Non, mais bien sûr. C'est ça ? Non, mais ils sont déjà en tête. Alors, déjà, en plus, il y a deuxième chose, il y a les blessures. Il y a quand même quelque chose que les gens oublient. Mais c'est un staff médical aussi compliqué à Lyon, comme dans beaucoup de clubs de Ligue 1. Hein. Je pourrais dire la même chose à Marseille, je pourrais dire la même chose évidemment à Paris. Mais Paris est quand même plus étoffé. Il y a quand même beaucoup plus de joueurs. J'enfonce une porte ouverte, mais enfin, c'est une évidence que le banc de Paris peut, avec un Icardi par-ci, un Neymar qui se repose par-là, un Kylian Mbappé, quand même gagner ce championnat peut-être sur le fil, hein. Mais pour moi, c'est quand même Paris qui va en bénéficier au bout du compte. Et Pochettino, attention, je le défends, parce qu'effectivement, c'est un coach que j'aime bien, mais je suis bien d'accord avec ce qui a été dit quand même. J'aurais préféré Mourinho, j'aurais préféré d'autres coachs bien meilleur, tout simplement. Vous savez que les gens réagissent, hein, IRM.radio, et là les gens réagissent. Alors, vous pouvez réagir sur Twitch, vous pouvez réagir partout. Il y a le chat, et donc El Azouni Rosa nous dit bravo Gilles, beau plateau, des questions intéressantes. Ça c'est pour moi. Je lis au hasard les choses. Non, les questions intéressantes sont pour Fatima et moi. 44, bravo Fatima Zara, là t'as compris. Voilà. Baltas 44, Slimani, seulement 19 minutes de jeu cette saison, il sera seulement un joueur de rotation. Voilà, merci. Voilà. Il abonde dans votre sens. Hein. Voilà. Exactement. Voilà pour quelques réactions. Quelqu'un qui nous dit heureusement que le son est bon, c'est le plus important. Sous-entendu, vous êtes nuls. Voilà. C'est Tommy 78. Vous croyez drôle, Gilles. Heureusement que le son est bon. Non, mais pas vous, Marion. Enfin, c'est pas possible, Gilles. Heureusement que le son est bon. Mais vous êtes fiers de vous. Gilou, ça suffit. Ah, moi, je lis tout ce qu'on écrit. Alors, il y a un autre club. Hein. Là, on parle de PSG-OM. PSG-OM, d'ailleurs, Rémi Larieux, monsieur But. Eh bien, toujours un but à 0. Alors, quand est-ce que vous criez but, Rémi ? Et j'ai peur que peut-être je ne puisse pas avoir l'occasion de crier un but supplémentaire. En tout cas, il reste un quart d'heure à jouer et la recrue marseillaise Paul Lirola a découvert la Ligue 1 en faisant un tacle assassin sur Neymar, a déjà pris un carton jaune. Bienvenue en Ligue 1. C'est Richard Joffo, le réalisateur. C'est du génie. Il y avait Francis Ford Coppola et maintenant il y a Richard Joffo. Voilà. Donc on a parlé de PSG-OM, on n'a pas fini. On a parlé de Lyon. Il y a un autre club qui a énormément fait de bruit pendant la trêve, pas forcément pour ses résultats. C'est Nantes. Alors Nantes ou la crise permanente, mais Nantes qui peut-être va revivre avec un nouvel entraîneur, un entraîneur qui toujours fait débat, c'est Raymond Domenech. Raymond Domenech, Fabrice Rémy, c'est votre chronique. Que pensez-vous de Raymond Domenech ? Comment jugez-vous l'entraîneur Domenech ? Fabrice Rémy, c'est à vous. Donc, pour moi, mais je trouve ça scandaleux, l'acharnement médiatique qu'il y a eu sur sa nomination en tant qu'entraîneur du FC Nantes. Je comprends pas. Franchement, je suis ébahi. Un coach quand même il est président quand même des syndicats des entraîneurs depuis 5 ans. C'est quand même une personne très respectée. Ça fait des années qu'il est dans le foot. Bon, ça n'a pas été un joueur fabuleux. On sait très bien qu'il avait beaucoup de caractère. C'était un défenseur assez rugueux. Après sa carrière d'entraîneur, il faut voir aussi
qu'il a, pendant une dizaine d'années, il s'est occupé de l'équipe de France Espoir. Oui. Et ça, je pense que beaucoup de personnes oublient, parce qu'il s'est occupé quand même des joueurs comme Zinedine Zidane, comme Thierry Henry, comme Anelka, comme David Trezeguet. Donc là, je parle pratiquement des meilleurs joueurs qu'il y a eu en France. Il les a formés, il s'est quand même occupé d'eux. Bon, après, il n'a pas gagné forcément de titre majeur, mais il les a préparés pour l'après. Ça veut dire que ces formations-là ont gagné des championnats d'Europe, ont gagné des Coupes du Monde. Donc, effectivement, après, on a vu comment ça s'est passé quand il s'est occupé de l'équipe nationale. Donc, au début, c'était quand même un peu serré. Après, il a quand même fait une finale de Coupe du Monde en 2006, même s'il a été aidé par Zinedine Zidane, Lilian Thuram et Claude Makélélé. Mais il les a quand même amenés là. C'est quand même lui l'entraîneur. C'était pas Zidane, c'était pas Makélélé, c'était quand même lui qui a mis quand même des choses en place. C'est lui le coach. Alors moi, je comprends pas pourquoi là, on n'arrête pas de le descendre. Excusez-moi du terme, mais on fait que ça, mais depuis 15 jours. Pourquoi? Parce qu'en 2010, en Afrique du Sud, bon, on sait tout ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu l'histoire du bus, il y a eu l'histoire avec Anelka. Alors, je remets les choses dans le contexte. Il n'y a jamais eu d'insulte avec Nicolas Anelka, jamais eu d'insulte. Ça a été sorti il n'y a pas longtemps, voilà, sur Netflix, ouais. Dans une vidéo. Donc, il n'y a jamais eu d'insulte avec Nicolas Anelka. Donc, effectivement, après, ça a été très compliqué. On sait très bien tout ce qui s'est passé par la suite. Voilà, le Naïsna. Donc, ça, je pense que c'est une étiquette qui a été collée sur lui. Et on a oublié les joueurs. C'est les joueurs, quand même, qui ont pris possession, qui sont restés dans le bus. Je ne vais pas citer les noms, mais c'est quand même eux. Lui, il était là, un peu en retrait. Mais lui, c'est l'entraîneur. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut remettre les choses dans le contexte. Après, effectivement, en tant que consultant, il lâche quand même, de temps en temps, quand même des punchlines assez lourdes. Donc, il peut tacler des coachs, il peut tacler des joueurs. Mais pour moi, ça reste quand même un très bon entraîneur. Vous êtes content de son arrivée à Nantes? Très content. Je pense que voilà, c'est des entraîneurs qu'il faut, qui reviennent. C'est comme Laurent Blanc. Voilà, bon, Laurent Blanc, j'aurais préféré qu'il vienne ici en Ligue 1. Mais voilà, pour moi, c'est des entraîneurs qu'il faut. Nicolas Nicastro, qu'est-ce que vous pensez de Raymond Domenech? Vous êtes pro-Domenech? Parce que Domenech, c'est simple, on est pour ou on est contre. Non, moi je suis fortement anti-Domenech. En fait, je comprends pas comment on peut penser que la nomination de Domenech à Nantes, c'est un bon coup de la part de Kita. Déjà, Domenech, pour rappeler un petit peu, il a plus entraîné un seul club depuis 1993. Depuis ce temps, la plupart des joueurs qu'il est en train de coacher actuellement, ils n'étaient même pas nés à ce moment-là. Le football, il a changé aussi bien sur le terrain tactiquement que les joueurs professionnellement parlant. Tu ne gères pas des hommes de 1990 comme tu gères les hommes de 2020. Donc Domenech, enfin, selon moi, Kita, ce qu'il a voulu faire, et Gilles, vous l'avez très bien dit en introduction, il a voulu mettre un coup de projecteur en gros sur le FC Nantes et on n'arrête pas d'en parler depuis un mois. On ne parle pas de Nantes par rapport à ses résultats sur le terrain, on parle de Nantes parce qu'ils ont repris Domenech qui était en semi-retraite, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout un projet sur le long terme qu'il a voulu mettre en place Kita, parce que Domenech, dans 6 mois, maximum 1 an, il sera parti. Il faudra encore une fois tout reprendre à zéro. Moi, je pense qu'il parviendra à se sauver parce que les concurrents en Ligue 1, ils sont très, très faibles, mais ça apportera absolument rien à Nantes. Et de deux, le jeu que met en place Raymond Domenech, ça colle pas du tout avec l'historique du FC Nantes qui est connu pour son beau jeu. Et donc, je comprends très bien les supporters nantais qui sont révoltés de cette arrivée. Il y a Valtaz, 44. Alors 44, il connaît Nantes, qui dit il faut laisser le temps à Domenech. Malheureusement, les gens ne retiennent que Naïsna et Tommy. Tommy 78. Domenech n'est pas un grand entraîneur. Mais le FC Nantes, cette saison, n'est pas non plus un top club. Donc bon, la balance est équilibrée. Alors, Julien Valk, vous, pro ou anti-Domenech? Vous retenez la finale de la Coupe du Monde 2006 ou vous retenez Naïsna? Non, moi, pour moi, c'est du passé parce que comme... c'est du passé, oui, mais vous retenez quoi? Oui, mais répondez à ma question. Vous retenez Naïsna ou vous retenez la Coupe du Monde 2006, Julien? Ce qui s'est passé pour moi en 2010 à l'époque, c'est pas la faute de Domenech. Pour moi, justement, il gérait une bande de jeunes disciplinés. Il y a eu plein de jeux. Je suis désolé, quand je voyais que tous les jeunes prenaient le contrôle de l'équipe, qu'on fait grève, l'entraîneur a juste fait lire une lettre justement que l'équipe avait écrite pour donner à la presse. Après, tout le monde s'est empressé justement de s'acharner sur Domenech. Domenech, pour moi, c'est quand même un très, très grand entraîneur. Après, je pars sur aussi un principe que, comme il le dit lui-même,
On l'a appelé à la dernière minute, ça a été sur un coup de tête qu'il est venu à Nantes. Nantes était vraiment au fond du gouffre. Je pense que si Domenech aurait dit non, ça aurait pu être vous, Gilles, comme ça aurait pu être mon cousin Florian, que j'en passe. Merci. Ça aurait pu être. Voilà. Non, mais aussi. ça aurait pu. Voilà, je pense que Domenech, ils l'ont juste appelé parce que c'était le dernier nom qui était apparu dans le répertoire du téléphone. Et je pense que voilà, après, je rejoins tout le monde. Je suis un peu tranché entre les deux. Je rejoins Nico comme je rejoins Fabrice. Domenech, c'est un très très bon entraîneur. Il est très très sous-estimé parce que c'est un très bon entraîneur. Que Nicolas, quand tu disais qu'il n'avait pas entraîné des équipes, il a entraîné une équipe justement, il a entraîné des jeunes de 11 ans pendant plusieurs années, qu'il a justement dit même sur les médias que c'était plus difficile de gérer des jeunes que de gérer des professionnels. Après, moi je pense que le FC Nantes, ils sont au fond du gouffre. Ils avaient besoin d'un entraîneur justement au plus vite. Ils ont choisi, comme il l'a dit lui-même, quelqu'un à l'arrache un petit peu. On verra ce que ça donnera et au pire, si ça ne marche pas, les joueurs, ils ont juste qu'à rester dans le bus et à faire une lettre et Raymond la lira. Rémi Larieux, je vous voyais dépité à l'écran. Vous êtes dépité parce que vous voyez un match soporifique ou vous êtes dépité parce que Julien Valk a cité son cousin Florian? Un peu des deux. Non, plus sérieusement, sur le match, Gilles, 82e minute de jeu, les Marseillais ont fait rentrer leur super sub Valentin Germain en tentant le tout pour le tout. Ouais. Les Parisiens qui viennent à l'instant il y a la VAR qui Valère Germain actuellement. Oui, Valère. Valentin, c'est le 14 février. Non, c'est Rongier. Il a mélangé les deux. Valentin, c'est le 14 février, oui. Toujours 1-0 donc. Toujours 1-0 et un possible penalty pour le Paris Saint-Germain, Gilles. Ah, possible penalty, ça veut dire quoi? La intervention de la VAR. Ah, alors on reste avec vous. Décrivez-nous tout ça, Rémi. Pour une faute, un ballon en profondeur pour Mauro Icardi qui vient se faire faucher par Yoann Pelé. À la vue des images, ça semble quand même très léger, mais monsieur l'arbitre est en train de contrôler actuellement à la VAR si effectivement il y a bien penalty. Les Parisiens, pour le moment, ça prend beaucoup de temps, je trouve, pour une action. Toujours la VAR, ça c'est le principe de la VAR, Rémi. Une faute, 6 minutes d'arrêt de jeu. Et monsieur l'arbitre va voir les images, donc je pense qu'à mon avis, vous pouvez enchaîner, Gilles, parce qu'on en a. D'accord, j'obéis. Rémi, je peux dire un mot juste. Non, parce que vous allez voir. Non, vous allez voir qui va enchaîner. Rémi Larieux, vous allez enchaîner en me donnant votre avis sur Domenech. Allez-y. Sur Domenech. Non, mais vous vouliez me donner la parole. Allez-y. On va parler justement de Valdemar Kita. C'est-à-dire que Valdemar Kita, aujourd'hui, c'est un président qui tente un coup de poker. Il lui a fait signer un contrat de 6 mois. Je pense qu'il n'avait pas la possibilité de recruter un coach. Et je m'auto-coupe. Mais auto-coupez-vous. Ah, voilà. On reste avec vous. Je savais qu'il fallait rester avec vous. Alors, vous allez nous décrire la scène. C'est Neymar. Monsieur l'arbitre a considéré effectivement qu'il y avait bien contact entre Yoann Pelé et Mauro Icardi. Et donc le point de pénalty est sifflé. On joue la 83e minute de jeu. Si bien sûr le Paris Saint-Germain venait à marquer ce but, je pense que ça serait terminé pour les espoirs marseillais. Et Gilles, ça va vous faire plaisir, c'est Neymar qui se présente. Ah oui, bien sûr, c'est Neymar. Dès qu'il tire, il marque. Donc 2-0. Je vous annonce 2-0. Non, Pelé, il va l'arrêter. Pelé est très très bon sur penalty. Sur coup de pied arrêté. Monsieur l'arbitre réprimande de Yoann Pelé qui conteste encore la décision arbitrale qui, vous verrez aux images, c'est quand même non, pas on avoue, c'est mieux que les images, Rémi. Voyons, on préfère Rémi que les images. Bah oui. Que ça. Écoutez, Neymar qui se présente donc face à Yoann Pelé qui va bientôt s'élancer. Il y a penalty. Face à face avec Yoann Pelé. Neymar qui prend son temps. On est encore en train de discuter du côté des Marseillais avec monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre qui siffle, Neymar qui s'élance, qui va tirer avec son pied droit, qui ralentit un peu sa course. Toujours. C'est limite et qui prend à contre-pied Yoann Pelé, deuxième but. Toujours. Pour le Paris Saint-Germain. Bravo Richard. Les applaudissements. Bravo Rémi. C'est la classe. Bravo Rémi, on a eu le but en direct grâce à vous. Vous étiez sur le coup. Bravo Rémi Larieux. Ryan Jabelkir. Même l'action parce que franchement c'est très limite quand même malgré tout. Mais il y a pénalty. C'est limite mais il y a pénalty. Donc il y a pénalty. Il y a pénalty. Mais voilà, le Paris 2-0. Qui mène 2-0 Gilles. 2-0. Ryan Jabelkir. Alors on revient à Domenech. Vous êtes pro Domenech vous? Oui, moi je suis pro Domenech. C'est vrai que Raymond Domenech, même avant d'avoir entraîné le Nantes, tout le monde l'avait critiqué, Nicolas le premier, et tout le monde le critiquait. Il avait fait même aucun match avec Nantes.
Il était déjà critiqué de partout. Même ses confrères de l'équipe 21 ont fortement critiqué Raymond Domenech, d'ailleurs, en parlant de ça. Moi, je pense que c'est un entraîneur qu'il faut lui laisser, qu'il faut laisser sa chance. Je galère à parler. Il faut laisser sa chance à Raymond, à Raymond Domenech. Il a quand même concédé 2 nuls ces derniers matchs. Et puis voilà, c'est à voir par la suite. Fatima Zahra, après ce naufrage, je vous donne la parole. Pro ou anti-Domenech? On va dire pro Domenech, il n'a rien à perdre. Domenech a entraîné le FC Nantes. Il a quand même été, comme on l'a dit tout à l'heure, sélectionneur de l'équipe de France. Quand bien même, en fait, tous les déboires qu'il a pu avoir, on va lui laisser sa chance. Il a une chance de pouvoir redorer son blason. Moi, je lui souhaite vraiment bonne chance. En tout cas, le FC Nantes est une très bonne équipe qui mérite de rester en Ligue 1. J'espère qu'avec Domenech, ils vont pouvoir continuer sur cette lancée. En tout cas, si Domenech nous met le FC Nantes en Ligue 2, ça serait vraiment le clap, je pense, de fin pour sa carrière, malheureusement. Alors, je vais donner la parole à Marion. Moi, je dirais simplement que Domenech, pour moi, c'est avant tout l'homme de la finale de Coupe du Monde et des finales de Coupe du Monde en France. Il y a Aimé Jacquet, Didier Deschamps et Raymond Domenech. Donc, on en a perdu une, c'est ce qu'on me rétorque souvent, mais il fallait aller en finale. Et Domenech, pour moi, est un bon entraîneur qui est injustement réduit à Naïsna, qui était un événement négatif, qui a jeté une ombre sur sa carrière. Mais pour moi, Domenech, c'est non seulement une personne très intéressante, mais un entraîneur de talent. Marion, vous partagez ou pas? On a fait des plateaux avec lui, alors on partage, évidemment. Voilà. C'est quand même d'abord quelqu'un de très humain, ça c'est une évidence. Non, mais c'est vrai que Naïsna, il y a eu plusieurs fossoyeurs. On oublie toujours Abidal, on oublie toujours Abou Diaby, qui ont été quand même des bons fossoyeurs aussi de Naïsna. Il n'y a pas que Raymond Domenech, il y a eu une équipe, il y a eu une atmosphère. Bon, voilà, c'était allé trop loin et voilà. Mais c'est vrai quand même que ça a été difficile pour lui, 10 ans à rien faire, à travailler, mais enfin à prouver une nouvelle fois qu'il avait encore du talent, etc. Là où je tempérerais tout le monde, c'est pour moi c'est Zidane 2006. C'est Zidane et toujours et encore Zidane. Bon voilà, c'est pas Domenech, mais voilà. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien pour Nantes. Voilà, moi je pense que franchement, il faut quand même revenir aussi aux choses essentielles de la vie. Je veux dire, c'est Nantes là. Il a pas signé à Manchester City quoi. On a l'impression vraiment que Nantes est au firme. Ça reste quand même un club mythique. C'est un club mythique, mais c'est un club endormi, Fatima. Complètement. Donc c'est pas si mal finalement qu'effectivement le mythe se réveille un tout petit peu. Rémi Lario, toujours 2-0. Toujours 2-0, 88e minute de jeu et tout un symbole, on verra certainement. J'aime bien les symboles, allez-y. Dans toute la presse, cette accolade entre Neymar et Pochettino qui symbolise l'arrivée du nouvel entraîneur avec son joueur star. C'est-à-dire que Neymar, quand il a inscrit son penalty, est allé saluer d'abord Pochettino. Exactement. Très intelligent. Le but en direct de l'Olympique de Marseille à l'instant. Dimitri Payet qui vient réduire la marque pour le Paris Saint-Germain. Gilles Bouton-Berger. Bravo. Le droit de la nouvelle recrue. 2-1 donc. Lirola et du coup le centre qui est dévié au premier poteau par Dimitri Payet qui trompe Keylor Navas, l'Olympique de Marseille qui réduit la marque, il reste 3 minutes à jouer. Est-ce que c'est logique, Rémi, cette réduction du score? Ça veut dire tout de même que psychologiquement, Marseille ne s'est pas effondré après le deuxième but du PSG? On sent quand même, vous savez Gilles, quand il y a ce deuxième but, on peut clairement parler du relâchement naturel parisien là, sur cette action qui effectivement s'est fait prendre alors qu'ils étaient en supériorité numérique en défense. Alors on va revenir bien entendu sur ce match. C'est un match très important. Donc est-ce que Pochettino va conclure par une victoire sa première finale sur les terrains français et à la tête du PSG? Est-ce que Marseille va pouvoir redresser la barre? On va y revenir dans quelques minutes, mais avant ça, je voudrais que nous partions en Angleterre. Alors pourquoi l'Angleterre? Eh bien parce qu'il y a un joueur dont je voudrais parler, un joueur qui brille peut-être plus que son club, mais ça on va le savoir en écoutant notre chroniqueuse, c'est Sadio Mané. C'est vrai que Liverpool rayonne un tout petit peu moins, même si Liverpool est en tête avec 33 points, mais Manchester United, grâce à Pogba, là, est repassé devant. Donc Pogba, joueur aussi souvent critiqué et que moi j'adore. Donc Liverpool
est très bien placé en Première Ligue, mais Liverpool est moins brillant. Et il y a un joueur qui, quand même, en 16 matchs, il a inscrit 6 buts, 2 passes décisives, donc il continue à briller. C'est Sadio Mané. Et vous, Fatima Zahra El Alami, vous vouliez consacrer votre chronique à ce joueur que vous aimez beaucoup, Sadio Mané. En effet, Gilles, Sadio Mané, pour moi, c'est un joueur complet. Il est actif en phase offensive, rapide dans ses dribbles, efficace dans les situations 1 contre 1. Il est le meilleur buteur africain en activité en Première Ligue avec 91 buts en 210 matchs. Il est bon sur le terrain, il est bon également en dehors des terrains, 0 frasque à son actif. C'est pour cela qu'il entame sa 5e saison chez les Reds. C'est un intouchable, un titulaire, je dirais, incontestable. Buteur encore ce week-end en coupe. Il marque un beau doublé pour une victoire de 4 buts à 1 face à Aston Villa. Aston Villa qu'il connaît bien puisqu'il y détient un record contre Aston Villa. Il avait marqué un triplé, le triplé le plus rapide de l'histoire avec en 2 minutes 56 quand il jouait encore à Southampton en avril 2015. Alors oui, Sadio Mané est en forme, Gilles, oui. Mais Liverpool en championnat, est-ce qu'on en parle? Parce que là, Liverpool, lors des 3 derniers matchs de championnat, c'est 2 matchs nuls, 1 défaite, 45 tirs pour seulement 2 buts. C'est un ratio très faible. Offensivement, c'est compliqué. Il y a un vrai manque d'efficacité devant le but. Et ils viennent de perdre aujourd'hui leur première place, puisqu'effectivement, Manchester United est passé devant. À 36 points. Ouais. En effet. 3 points d'avance sur Liverpool. Exactement, 3 points d'avance sur Liverpool. Alors oui, ils sont dans le mou, mais comme vous l'avez dit, attention, c'est quand même une équipe qui reste très bonne, qui produit du jeu. Ils sont en effet 2e derrière Manchester avec 3 points. Alors, pour rappel, à la même période, l'année dernière, les Reds, c'était 49 points pour 16 victoires et un seul match énormément nul. De blessés. Van Dijk, la défense décapitée, énormément de blessés alors, à Liverpool. Alors oui, bien sûr, mais est-ce que cette année, Gilles, je me la pose la question, mais je vous la pose également, pourront-ils encore être champions encore cette année? Ça va être difficile. Compliqué. Mais c'est vrai que Sadio Mané, lui, réussit dans une équipe qui devient inconstante, ce qui est une surprise, réussit à garder cette constance. Ryan Jabelkir, vous êtes d'accord? Sadio Mané brille plus que Liverpool? Non, moi je pense que c'est Liverpool aussi, c'est le jeu de Liverpool, c'est toujours le jeu de Jürgen Klopp, l'entraîneur actuel de Liverpool, qui arrive toujours à gagner en stratégie, à gagner en force de match à match. Comme vous avez très bien dit, la défense aujourd'hui de Liverpool est très sensible. Van Dijk, Gomez blessé, c'est très compliqué, c'est déjà une grosse charnière. Donc il est obligé de mettre Fabinho en défense, alors que Fabinho, on sait quel est son poste, c'est milieu défensif, numéro 6. Donc ça libère un peu plus d'espace pour les adversaires dans le milieu de Liverpool. Fabrice Rémy, Sadio Mané, meilleur joueur d'un Liverpool qui peine? Oui, largement. Sadio Mané, déjà pour moi, c'est le meilleur joueur africain déjà depuis au moins 3-4 ans, et de loin. Et, on n'oublie pas ça, là, bien sûr. Et c'est vrai, oui, mais c'est encore, pour moi, Sadio Mané, c'est encore un cran au-dessus. Et c'est vrai que pour moi, Liverpool, en ce moment, c'est vraiment très moyen. Et c'est vrai que Sadio Mané, il arrive un peu à relever un peu le niveau. Il y a Ontemok qui nous dit Sadio, on t'aime. Voilà, c'est vrai que Sadio Mané, non, pour moi, c'est un top player, mais il devrait quitter Liverpool. Il aurait dû déjà le faire. Mais il n'aime pas trop partir, il aime pas, il est stable. Oui, c'est pas mais un joueur qui aime faire des vagues, partir. Pour passer un cran au-dessus, niveau footballistique, même médiatique. Pour parce aller que où? c'est vrai que c'est pas... Pour aller où? Au Real. Au Real de Madrid, par exemple. Voilà, s'il a été annoncé on déjà. va oublier un peu les Noirs au Real de Madrid. Non. Oui, mais bon, que ce soit Real ou Barcelone Malheureusement. ou même Paris Saint-Germain, il aurait, à mon avis, il aurait dû partir dans un de ces clubs-là. Même question médiatique, parce que c'est vrai que c'est pas un joueur, mais vraiment, il n'est pas du tout médiatique. Donc c'est pour ça que le Ballon d'Or, il est toujours assez loin. Mais pour ma part, il devrait quitter Liverpool pour essayer d'avoir peut-être un jour le Ballon d'Or. Julien Valk, brièvement, vous êtes de ceux qui pensent que Sadio Mané devient peut-être trop grand pour Liverpool, il devrait partir? Oh non. Julien Valk, qu'on retrouvera dans quelques instants. Nicolas Nicastro, je vous pose la même question. Nicolas, je vous pose la même question. Est-ce que selon vous, Sadio Mané devient trop grand pour Liverpool? Est-ce qu'il devrait partir? Je ne pense pas qu'il est trop grand pour Liverpool, mais pour prouver à tout le monde que c'est vraiment un très très grand joueur, il devrait partir, sortir de sa zone de confort. Et je pense, comme Fabrice, aller dans un club comme le Real Madrid, qui est quand même un cran au-dessus de Liverpool, pour vraiment prouver dans un top club qui peut gagner ailleurs et gagner sans Jürgen Klopp. Julien Valk, vous êtes de retour avec nous? Je suis de retour avec vous. D'accord, vous avez fini de tailler du séquoia, les bûches sont prêtes. Alors, Sadio Mané doit-il quitter Liverpool?
Les mouettes sont Sadio Merci, Mané Richard. doit quitter Liverpool. Justement. Je pense que Sadio Mané doit quitter Liverpool et à la base, ce n'est pas pour moi le meilleur joueur africain de Première Ligue. C'est le meilleur joueur de Première Ligue. Il est à égalité pour moi avec Son. Et je pense que c'est des joueurs justement qui sont dans une équipe comme Liverpool qui n'a pas évolué depuis. Enfin, ils ont remporté la Ligue des Champions, ils ont remporté la Première Ligue, mais il y a eu très peu de changements. Je pense que maintenant, il est temps pour Mané de découvrir d'autres équipes. Bon, pour faire plaisir à Marion, je ne vais pas dire Real Madrid, je vais lui faire plaisir, je vais dire Non, c'est pas Getafe. faire plaisir à Marion, s'il vous plaît. Ça me fait pas plaisir du tout, justement. Non, mais voilà, donc non, mais je le vois vraiment dans un autre championnat parce que plus dans une autre équipe. Après, peut-être qu'il peut être dans une autre équipe de Première Ligue aussi. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il a fait son temps avec Liverpool. Non, je ne le vois pas au Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain, justement, il y aurait trop de compétition, justement, trop de challenge au niveau gauche, sur le côté gauche. Et je pense que, non, justement, je le verrais bien dans une équipe comme le Real Madrid. Rémi Larieux. Alors, d'abord, le score du match, toujours 2-0, c'est fini 2-1, pardon, 2-1, c'est fini. C'est terminé. Premier titre pour le Paris Saint-Germain de Pochettino, 2-1. Je vous rappelle, des buts marqués par Mauro Icardi et Neymar sur penalty et Dimitri Payet qui réduit la marque. Malgré tout, un score étriqué, des Marseillais qui ont eu du mal à être vraiment concurrents dans ce match. Ils peuvent regretter effectivement de n'avoir réagi qu'en deuxième mi-temps. Est-ce qu'il y a eu un forcing marseillais pour égaliser une fois que Marseille est revenu à 2-1 ? Les Marseillais ont beaucoup tenté sur cette fin de match, effectivement, mais beaucoup de frappes qui se sont envolées au-dessus des cages de Keylor Navas. Et finalement, des Parisiens qui ont bien géré leur fin de match, malgré ce but où Dimitri Payet, tout un symbole, qui était titulaire et qui marque ce soir encore une fois. Donc, bon. L'ère Pochettino démarre bien. L'ère Pochettino démarre par une victoire. Les Parisiens sont en train de se congratuler. C'est leur premier titre de la saison. Je pense qu'effectivement, c'est un match et une victoire qui va être importante pour ce groupe et pour justement pour lancer la saison de Pochettino avec C'est le premier titre de Paris Pochettino en tant qu'entraîneur aussi. Absolument. C'est également, effectivement, il ouvre son palmarès, effectivement, Nico, puisque du coup, premier titre tout court pour l'entraîneur, le tacticien argentin. Nicolas, justement, vous pensez que même si ce n'est, entre guillemets, que le Trophée des Champions, est-ce que c'est une victoire qui peut lancer un groupe ? Vu ce qu'a dit Rémi par rapport au geste de Neymar envers Pochettino, oui, absolument, je suis d'accord. Entre eux. Et bien sûr, ça va donner de la confiance au groupe et j'espère que les joueurs rentreront à fond dans le projet de Pochettino parce que ça peut marcher que comme ça. Fatima Zahra, vous pensez que c'est une victoire importante pour le PSG au-delà du titre, un symbole, ce but que Neymar va dédier à son entraîneur Pochettino, cette joie communicative à la fin, le PSG avait besoin de ce Trophée des Champions. On le rappelle, le Trophée des Champions qui devient un monopole pour le PSG. Alors bien sûr. Et puis comme je disais tout à l'heure, Neymar très intelligent. Ça va créer cette nouvelle entente, ça va recréer un esprit d'équipe et ils vont avancer comme ça tous ensemble pour justement, je pense, tout rafaler. Là, le PSG, pour moi, en tout cas, c'est honnêtement l'équipe qui est au-dessus de toutes les autres en Ligue 1 et affaire à suivre, mais c'est un bon début pour Pochettino, bien sûr. Baltas44 nous dit le Trophée des Champions ne vaut rien. Marion, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vaut pas grand-chose, mais je suis quand même étonnée, messieurs, que vous disiez tous non à ce que vient de dire Fatima, alors qu'elle dit une chose évidente, pardonnez-moi. Elle vous dit, c'est bien parti, ça donne confiance, c'est pas mal, Neymar est intelligent et il saute dans les bras de Pochettino, ça s'entend bien, ça part bien. Et messieurs, ils me disent, non, pas du tout. Mais enfin, il y a un moment, c'est une évidence. J'enfonce une porte ouverte, on enfonce toutes les portes ouvertes, et c'est non. Mais enfin, écoutez, ça part bien, c'est bien. Donnons la parole aux accusés, rien de Javelke. Oui, c'est très bien, Neymar qui court vers son entraîneur, c'est pour les caméras. Il l'a jamais fait avec Tourelle, hein. Voilà, jamais. C'est pour ça, oui. C'est pour ça que c'est pour les caméras. C'est quand même un geste fort, ça veut dire des choses. Neymar, il est super fort, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, pour l'instant, moi, je reste dubitatif avec l'arrivée de Pochettino. Fabrice Rémi ? Non, pour moi, il a raison, le spectateur. Le Trophée des Champions vaut rien. Actuellement, faut pas se mentir, ça vaut pas grand-chose. Là, c'est une victoire. Habituellement, il gagnait déjà des 3-4-0. Bon, là, c'est une petite victoire du Paris Saint-Germain. Après, si c'était l'ancien entraîneur Tuchel, ça aurait été pareil. Hein. Ils auraient gagné aussi. Merci Marion, nous dit
Tommy 78. C'est très gentil. Merci Marion. Julien Valk, le PSG lancé avec ce trophée des champions. Neymar, coup de sincérité ou coup de com', comme nous disent de nombreux auditeurs. Notamment que je le retrouve, le coup de com', je ne le retrouve plus, mais je le retrouverai tout à l'heure. Qui nous disait que c'est un coup de com'. Ça va, Gilles, on s'endort? Non, j'ai un petit oreiller. Je cherche. Un oreiller pour... beaucoup de com' de Neymar, c'est Tommy 78. Julien Valk, un coup de com'. Bah, je pense que c'est un peu. C'est qu'il y a trop de. Excusez-moi, Julien. Il y a trop de. Julien, une seconde. Julien, quand je parle, vous vous taisez. La Californie, on se tait, shut up. Il y a trop d'auditeurs. Tous les auditeurs réagissent donc. Le trophée fait seulement du bien au moral. Coup de com', ça je l'ai dit. Le seul trophée dont les Parisiens rêvent, c'est la Ligue des Champions. Eduardo qui nous dit bravo à vous tous. Voilà, bravo à vous. Hein. C'est un régal votre émission. Ça c'est Reste d'Az. Il y a plein de gens, donc c'est pour ça que j'ai parfois, j'avoue, du mal à suivre. Julien Valk, c'est à vous. Allez-y. La Californie. C'est bon. C'est bon. Allez-y. J'ai peur maintenant, ok. Non, pour le PSG, c'est le début de l'ère Pochettino. Après, ce qui s'est passé avec Neymar, c'est un peu 50-50. Il y a eu beaucoup, justement, c'est pour montrer un peu le nouveau Paris Saint-Germain, avec l'entente avec les joueurs, l'entraîneur, c'est aussi du marketing pour moi. Et après, ce qui s'est passé avec Paris, c'est justement la première victoire. Moi, je garde plus en tête justement la victoire, le premier titre en tant qu'entraîneur de Pochettino. Moi, c'est ce que je garde en tête. Après, le Paris Saint-Germain, ils se sont lancés. Quand les gens disent que le trophée des champions, ce n'est pas un grand match, peut-être que ce n'est pas un grand trophée, mais bon, c'est quand même gagner un trophée face à l'Olympique de Marseille. Ça reste un classico. Paris a su montrer présent lors d'un grand rendez-vous. Et voilà, c'est ce qu'on voulait voir. Voilà, prochaine étape maintenant, c'est le Barça. Et je pense que c'est un bon début pour Pochettino et c'est un bon début pour Paris. Voilà, vous êtes content, Julien. J'aime bien quand vous êtes content. Hein. Vous voyez? Merci. Moi alors, c'est juste pour vous, Gilles. Mais oui, on parlait des grands joueurs, Neymar, Mané. Et ces grands joueurs, eh bien justement, ce sont souvent des buteurs. Ce sont souvent eux qui brillent au firmament. Et celui qui brille au firmament, c'est Ryan Jabelkir. Vous avez analysé, Ryan, les performances comparées des meilleurs buteurs des grands championnats. Vous avez des conclusions foudroyantes. C'est à vous, mon Ryan. Exactement. Donc, j'ai carrément toute la liste des meilleurs buteurs de chaque championnat. Donc, en Ligue 1, c'est une révélation. Boulaye Dia, qui fait une saison incroyable avec 12 buts. Ouais, c'est vrai, ça. À égalité avec Kylian Mbappé, le buteur de Reims, qu'on n'en parle pas assez. En première ligue, nous avons Mohamed Salah. Donc, Sadio Mané tout à l'heure, on voit bien que cette saison, c'est Salah qui tient les rênes. Magnifique. Avec 13 buts. En Serie A, bien évidemment, sans surprise, c'est Cristiano Ronaldo. Voilà, avec 15 buts. Toujours là, Ronaldo. Il est toujours présent. À 35 ans, c'est spectaculaire ce qu'il fait. En Liga, en Espagne, bien évidemment, encore une fois sans surprise, c'est Lionel Messi avec 11 buts. Il vient de marquer 2 buts d'ailleurs contre Grenade, un 4-0. Et les doublés aussi de Antoine Griezmann qui les suivait. Ouais. Et en Bundesliga, bien évidemment, c'est le plus grand joueur pour moi, l'un des plus grands joueurs du monde, Robert Lewandowski qui est à 20 buts. En 14 matchs. Donc la dernière fois, je l'avais comparé à Pelé. Je me suis complètement trompé. J'avais dit que Lewandowski, c'était à peu près pareil que Pelé. Je me suis complètement trompé. Oh, ça vous arrive parfois, mais rarement. C'est plus fort que Pelé. D'accord, très bien. C'est beaucoup plus fort. C'est vraiment dans un autre monde. Si vous voulez. Non, mais c'est pas possible. Écoutez, c'est Ryan. C'est Ryan, exactement. C'est ça. Lewandowski, si c'était possible, ce serait pas Ryan. Il a toutes les qualités. Un numéro 9. Pelé aussi, avec toutes les qualités. Dans le rôle du numéro 9, Lewandowski est plus fort que Ronaldo. Est plus fort que Messi dans le rôle du numéro 9. Il a toutes les qualités. Ça, c'est pas faux. Toutes les qualités. Il est plus fort que Suarez. C'est un joueur qui a vraiment énormément de qualités. Il est bon de la tête, il est bon en dribble. Devant les cages, c'est un très très bon finisseur. Il est très très bon techniquement. Franchement, pour moi, c'est le buteur rêvé pour n'importe quel club. Alors Fabrice Rémy, pour vous, aujourd'hui, la question est simple, qui est le meilleur joueur du monde? En tout cas, pas Lewandowski. Je dirais Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, actuellement, même si là, il a une période où il a été un peu blessé, mais ce qu'il fait à son âge, je trouve ça exceptionnel. Il est toujours présent. Bon, Messi, là, commence à revenir un petit peu, mais pour moi, actuellement, Cristiano Ronaldo. Fatima Zahra.
moi, c'est totalement Sadio Mané. Je reste sur meilleur joueur du monde. Je reste sur ma ligne. Pour moi, c'est Sadio Mané. Il est régulier. Voilà, ça reste pour moi le meilleur buteur africain en activité en Première Ligue. Pour moi, il est toujours bon, que ce soit cette année ou encore l'année dernière. Marion Edalo, le meilleur joueur du monde aujourd'hui? Je serais pas loin de penser que c'est effectivement Lewandowski quand même. Effectivement, je pense que c'est le meilleur numéro 9. Il a raté le ballon d'or parce qu'il n'y en a pas eu. Il l'aurait sans doute obtenu. Exactement. Moi, je trouve qu'il a fait une saison incroyable. Et voilà, le Bayern, c'est assez sûr. Mais c'est vrai que c'est pas loin tout ça. Enfin, quand on parle de Ronaldo, il est toujours là, évidemment. Quand on parle de Sadio Mané, c'est une merveille. On n'oublie pas Messi. C'est pas le même rôle. On n'oublie pas Messi. C'est pas les mêmes rôles. C'est pas du tout les mêmes. Tu mets Messi un rôle de numéro 9, c'est pas. Il y a des fans de CR7, le greatest of all times, nous dit FBX 270. Bene-Bond qui nous dit allez Paris, Ryan. Nano qui dit non, non, non. Comme ça, non, non, non. Ah, non, 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 à tout ce que dit Ryan. Qui nous dit aussi parler de De Bruyne. Ah oui, joueur exceptionnel aussi. Non mais tout ça. Très très fort. Non mais parce que Ryan est en train de dire une chose qui était intéressante. Et nous ne parlons pas assez de Bruno Fernandes, nous dit. Magnifique aussi. Oui. Non mais 270. Il y a tellement de réponses que je ne peux pas tout lire. Parce que c'est ma chronique. Je fais la parenthèse. C'est moi qui l'ai Gilou, dit. j'ai passé une bonne soirée en votre compagnie. Superbe plateau, Animal Elmeni. Plein de gens, une équipe de choc, merci, IRM Radio, voilà. Ah non, ça c'est Richard qui répond. C'est Richard qui répond. Et nous on dit merci Richard. Est-ce que j'ai le droit de réagir juste à ce que dit Ryan? Allez-y, mais Marion, vous avez tous les droits. Non, pas tous, quand même. Allez-y. Quand même, je ne vais pas monopoliser la parole, surtout Ryan a dit... Non mais c'est vrai, Ryan, que c'est pas le même poste. Mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est toujours... Lewandowski, vous voulez dire? Non, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est toujours un poste offensif, pardonnez-moi. Là, autour de la table, est-ce qu'on veut vraiment faire la différence entre le numéro 9 pur, que serait effectivement Suarez, Benzema, Lewandowski, qui ont bien leur place bien attitrée, et les autres? C'est vrai qu'on les confond un petit peu là ce soir parce qu'on cherche les meilleurs devant, mon ami. Julien Val, qui est le meilleur joueur du monde? Giroud. Cristiano Ronaldo, ça. Cristiano Ronaldo, sans exception. Nicolas Di Castro, qui est le meilleur joueur aujourd'hui? Pour vous. Le meilleur joueur de 2020, ça a été Lewandowski, il n'y a aucun doute, mais le meilleur joueur dans son ensemble, globalement, actuellement, ça reste toujours Messi et Ronaldo pour leur continuité. Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit Ryan, sur le poste de numéro 9, Ronaldo, ça fait depuis des années qu'il joue en 9, accompagné de quelqu'un, mais il joue en 9. Messi, quand il a été au meilleur niveau avec Guardiola, il jouait en 9, en faux 9, parce qu'un rôle, ça veut tout et rien dire. Et se placer devant, ça ne veut pas dire que tu es numéro 9. Un numéro 9, c'est pas seulement Lewandowski, mais Ronaldo joue 9 et Messi jouait 9 dans ses meilleures années. Donc même en numéro 9, ils ont été meilleurs que Lewandowski, tu peux pas comparer. Rémi Larieux, qui est le meilleur joueur du monde selon vous? Lewandowski pour sa forme actuelle. Et dites-moi Julien Valk, là, vous m'avez bien eu, parce que selon vous, le meilleur joueur du monde, c'est qui? Vous m'avez dit que c'était qui le meilleur joueur du monde? Pour moi, c'est Ronaldo. Mais non, c'est pas Ronaldo pour vous, c'est Dédé Gignac, c'est ce que vous m'avez dit toute la semaine. Votre chronique sur des... Ah, c'est à vous, Julien Valk. André-Pierre Gignac, pour vous, le meilleur du monde. André-Pierre Gignac qui brille au Mexique. Julien Valk de Californie, vous suivez tous ces matchs et vous adorez Gignac. Suivre tous ces matchs, oui, j'en suis, enfin, le peu que je... c'est le maximum que je peux. Après, il y a une grande différence, Gilles, attention, il y a une grande différence entre meilleur joueur et meilleur buteur. C'est une très très grande différence, c'est ce que je voulais expliquer par rapport aussi à Lewandowski, que Lewandowski est un grand buteur mais pas un grand joueur. Je vous ai bien eu, Julien, avec les matchs de Gignac, hein. Ouais. Vous l'aviez pas vu venir, celle-là. Vous l'aviez pas vu venir, hein. Ah mais là j'étais prêt, vraiment. Je suis toujours prêt de toute façon, moi vous savez je suis toujours prêt. Non, moi je pense à une chose, c'est que on parle de l'équipe de France, on s'entête à savoir qui c'est qui va justement devenir l'attaquant de l'équipe de France. Je vais d'accord, Giroud apparemment, puisque Benzema ne fera pas partie de l'équipe de France sous Deschamps, donc Giroud est le seul titulaire. Mais par contre, on se bat à peu près à savoir qui sera par rapport à soit Martial, Ben Yedder. Mais il y a un joueur qu'on oublie souvent, je pense que c'est André-Pierre Gignac. Voilà. C'est un Parisien qui le dit. Quand André-Pierre Gignac joue sur l'air marseillais, je ne pouvais pas dire ça. Mais maintenant qu'il joue au Mexique depuis 2015, je peux juste dire une chose. Il est trop fort, Julien, il est trop fort. C'est une icône au Mexique. C'est une icône au Mexique. C'est un mais vous êtes qu'une icône en Californie. Hors du commun. Ben, oui, mais bon, mais on parle pas de moi là, Gilles, on parle pas de moi, on parle d'André Pierre. Oui. Voilà, donc c'est Dédé comme on l'appelle dans notre jargon. Oui. Ah bah oui, toujours, oui. Non, mais c'est, oui, mais en espagnol on dit Didi.
Voilà, c'est pas en anglais. Et donc André-Pierre Gignac qui parle justement, qui joue dans l'équipe des Tigres, je vais le dire en espagnol, Los Tigres de Monterrey, qui cartonne depuis 2015, qui nous marque 145 buts comme depuis 2015 avec les Tigres de Monterrey, qui est tout simplement une icône là-bas. Ils lui ont même fait une statue à son effigie. Il vient justement, la saison vient de reprendre. Il a fait remporter la CONCACAF. Et si vous voulez, je vous la traduis. La CONCACAF, c'est la Ligue des champions justement américaine, qui veut dire Confederation of North Central America and Caribbean Association Football. Ouh là là. Je l'ai répété, j'ai pas dormi de la nuit pour ça justement. Bref, donc il en est quand même, il a quand même fait remporter pour la première fois de leur histoire le titre justement au Tigre de Monterrey. Moi, je pense qu'un joueur comme André-Pierre Gignac, qui n'a que 35 ans, c'est-à-dire un an de plus que Olivier Giroud, qui a le même âge que Cristiano Ronaldo. Je ne dis pas qu'il a le même talent, mais en France, en équipe de France, qu'on cherche, c'est qu'un remplaçant, un super sub, comme on les appelle. Je pense qu'André-Pierre Gignac, justement, on n'en parle pas assez, mais il ferait un super sub pour moi, pour l'équipe de France, pour les prochains matchs à suivre, pour la prochaine compétition. Il y a Giroud. Moi, je trouve que Martial ne fait rien. Martial ne donne pas. Bravo. Voilà. Donc, alors, Julien, arrêtez là-dessus. Arrêtez sur ce triomphe, Julien. Ah non, arrêtez sur ce triomphe. Didier Deschamps, si vous m'écoutez, voilà. Il n'y a plus de limite. Merci, Julien. Julien, vous êtes le roi ici. Bravo, Julien. Formidable. Je pense que je suis. Formidable chronique. Il nous a vendu quand même André-Pierre Gignac comme si c'était Cristiano Ronaldo. Déjà, vous l'avez bien lancé, mais je voudrais quand même rappeler que dans ce studio, parce que moi je regarde tout le monde, Ryan a pris son téléphone. Là, en face de moi, c'était dépité quand il a commencé à dire qu'André-Pierre Gignac était bon. Il y a eu un moment de gêne, je voudrais pas dire. Ryan qui a dit quand même que Lewandowski ou je ne sais qui était meilleur Pelé. Que Pelé, absolument. Mais il y a eu un moment de gêne, et puis je voudrais quand même rappeler. Oui, tout ce que vous voulez. C'est l'Euro 2016 quand même. Parce que tout le monde a oublié le but totalement qui passe totalement à côté. Et lui, il veut une chose, que Dédé rappelle Didi. Non, il n'y a pas de Dédé, il n'y a pas de Didi, il n'y a rien. C'est terminé ça. Merci. Mais on l'a adoré à l'OM, ça c'est vrai. Alors Marion, vous pouvez parler de téléphone. Il y a Maximus 3105 qui nous dit mort de rire, Marion et ses selfies. Voilà. Voilà. D'accord. Ok Marion. Voilà. Et alors Julien fait un tabac, donc mort de rire. Les gens disent il faut encore que le mec à la chemise parle, donc ça c'est vous Julien. Continue, tu es trop fort. Julien, vous faites un tabac. Un tabac. Alors, la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui vous dit. La semaine prochaine, je reviens avec une chronique sur Kenny Lala, le meilleur joueur de Ligue 1. Et Julien, il y a Thanos 8 qui nous dit tu nous casses la tête, la Hawaïen. Tu nous casses la tête, la Hawaïen. Exceptionnel. On me demande de recentrer le débat. Non, c'est trop tard. Ah, c'est fini là. Oui, non, là on tient plus là. C'est trop tard. Vous inquiétez pas. Alors on va parler, pour nous remettre les idées en place, on va parler gros sous, on va parler argent. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre dans le football. Là, le foot est en crise. C'est vrai qu'on parle d'éventuelles baisses de salaire. En France, il y a une première réunion. Il y a eu une polémique également en Espagne où des négociations ont amené à certaines baisses de salaire. Et là, ces dernières heures, toute la presse est tombée sur Messi, qui ne joue pas ce soir alors que Barcelone joue. Et on a parlé de ces primes, donc en 2017, 78 millions d'euros de primes lors des négociations pour sa prolongation de contrat. Rappelons qu'il a un salaire brut annuel de 100 millions d'euros. Donc voilà, en Espagne, le salaire de Messi, qui est l'homme providentiel, la star du football, commence à poser problème. Et en France, des premières discussions, on ne va pas parler de négociations, ont lieu. Faut-il baisser les salaires? Nicolas Nicastro, vous avez suivi tout ça pour nous. Alors, où en sont les discussions? Est-ce que vous pensez que les salaires vont baisser en Ligue 1? Je pense que les salaires ils vont obligatoirement baisser. Déjà, il faut expliquer comment on en est arrivé à cette situation. Absolument. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, ils ont dû commencer à penser à une baisse de leur masse salariale. La première raison, c'est la crise sanitaire. Parce que le fait que les supporters n'aillent plus dans les stades, il n'y a plus d'argent qui vient de la billetterie, justement. Ensuite, les sponsors liés à la crise sanitaire, eux aussi gagnent moins d'argent, donc ils sont
ils sont moins capables de reverser cet argent-là dans les clubs. Et ensuite, au niveau du marketing, vu que les supporters, ils sortent pratiquement plus de chez eux, ils ne peuvent plus acheter de maillots ni d'objets du club, donc ça fait perdre de l'argent à toutes les équipes. La deuxième raison, on la connaît tous, c'est à cause des droits TV, les recettes des droits TV, à cause de la faillite de la chaîne Mediapro et Téléfoot. Et c'est pour cette raison-là justement qu'ils ont encore accumulé les pertes. Et même si un nouveau diffuseur viendrait à acheter les droits d'image de la Ligue 1, ça sera de toute façon pas au même prix que ce qu'avait promis Mediapro. Donc la situation actuelle, Gilles, c'est que le football français, selon les sources, il pourrait perdre entre 500 et 800 millions d'euros à cause de tous ces manques à gagner. Et tous ces manques à gagner font que beaucoup de clubs de Ligue 1, surtout ceux à un revenu modeste, ils risquent de tomber en faillite. Donc pour éviter tout ça, il faut obligatoirement couper quelque part dans les dépenses. Et vu que les salaires des joueurs représentent à peu près 40 à 70% des dépenses des clubs français, c'est là-dedans qu'ils vont essayer d'économiser. Hier, comme vous l'avez dit, il y a eu une réunion entre l'UNFP, c'est le syndicat des joueurs, et 5 présidents de Ligue 1 et Ligue 2 pour commencer à mettre en place un plan pour pouvoir réduire le salaire des joueurs de manière harmonieuse. Donc, suite à cette réunion, l'UNFP, ils ont fait un communiqué, ils ont appelé les joueurs à discuter avec leur club pour mettre en place les modalités d'une réduction de salaire pour sauver le football français. Donc, suite à cette réunion, en fait, ils ont juste fait un communiqué qui est symbolique parce qu'ils ne peuvent pas, juridiquement parlant, obliger les clubs de Ligue 1 à tailler le salaire. Juridiquement parlant, c'est impossible. Ils ne peuvent pas dire, ouais, on baisse de 30% tous les salaires des joueurs. C'est impossible. Tout va se régler au cas par cas. Les clubs vont régler au cas par cas tous les contrats parce qu'un contrat, un CDD ou un CDI ne se casse pas comme ça. Donc maintenant, c'est à voir. Et pour la suite, ce qui risque d'arriver, c'est que vu qu'il y aura une baisse des salaires globale parce que beaucoup de joueurs risquent d'accepter, etc., ils n'auront pas le choix. Soit les joueurs qui n'accepteront pas quitteront la Ligue 1 et de plus, les clubs de Ligue 1 auront du mal à faire venir des joueurs de l'étranger. Donc, le niveau global de la Ligue 1 risque de baisser pas mal. Après, j'ai une petite bonne nouvelle par rapport à tout ça. On va dire que c'est le point positif, c'est que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 risquent de beaucoup plus miser sur les jeunes qui coûtent pas cher. Et je pense que les centres de formation des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 devraient évoluer à cause de ça. C'est la seule note positive. Nicolas, vous êtes en train d'expliquer qu'il ne peut pas y avoir, de par la loi, une baisse unilatérale des salaires. Ni le ministre des Sports, ni chaque club, ni le syndicat des joueurs ne peuvent accepter globalement une baisse de salaire. Il faut obligatoirement que ça passe par du cas par cas, comme vous l'avez indiqué. Exactement, c'est des contrats, ça ne peut pas se briser comme ça, ou on ne peut pas baisser le salaire d'un joueur ou d'un employé comme ça, c'est des employés, les joueurs de football, donc c'est impossible et ça va se régler au cas par cas avec le bon vouloir des deux parties, si le club veut et si le joueur veut surtout. Fatima Zahra, à votre avis, il faut baisser les salaires? Alors oui, pour moi, Gilles, les clubs doivent gérer leur masse salariale. Ils doivent gérer leur masse salariale. Tout dépend de la situation à chaque fois financière des clubs en question. Aujourd'hui, de mon point de vue, il faut absolument que les grands clubs avec des gros joueurs aux gros salaires doivent plutôt baisser les salaires de ces gros joueurs-là. Mais bien entendu, au cas par cas, et attention à bien gérer les masses salariales. Le problème, c'est que si vous demandez par exemple à Neymar ou Mbappé de baisser leur salaire, imaginons que d'autres clubs, eux, leur proposent le salaire qu'ils ont en ce moment. Non, mais imaginons, Manchester City n'est peut-être pas en difficulté, le Real Madrid va peut-être pouvoir investir sur un joueur, donc c'est difficile pour des clubs d'imposer en tout cas à leurs joueurs. Il faudrait que les joueurs acceptent. Et je ne sais pas si le contexte sanitaire va faire que les joueurs seront extrêmement réceptifs aux contraintes économiques globales. Marion, vous en pensez quoi? Non, mais ça ne changera rien pour les grands clubs. Ça ne changera rien pour le PSG. Le PSG, attendez, Marion, on a entendu aujourd'hui que le PSG, justement, avait sans doute mis en chômage partiel. On parlait de 400 personnes. Non, mais je vous parlais des joueurs. Hein. Je vous parlais des joueurs, moi. Je vous dis que ça ne changera rien pour Neymar, ça ne changera rien pour Mbappé, ça ne changera rien pour Marquinhos. Mais comme ça ne changera rien d'ailleurs non plus à l'Olympique. Sauf si le PSG leur dit, on a 400 employés en chômage partiel, on a plus de 100 millions de trous, acceptez des baisses. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Vous pensez qu'au PSG, il n'y aura pas de discussion? Mais jamais, ni sur Mbappé, ni sur personne. Il y aura malheureusement ceux qui vont en pâtir, et je le dis franchement, c'est Brest, c'est des clubs comme ça. Voilà, c'est les clubs modestes qui vont en pâtir. C'est absolument pas les grands clubs. Bien sûr que c'est difficile en ce moment, bien sûr que c'est difficile pour l'OM, l'OL et le PSG, mais moi, vous me parlez des joueurs, hein. Je ne parle pas du reste. Hein. Oui, je ne vous parle pas du club, bien sûr que c'est compliqué, mais pour les joueurs,
Non, il n'y aura pas des baisses mais même dans un club comme l'OM, hein, je veux dire, il n'y aura pas, Mandanda va pas baisser son salaire. Faut même pas le penser, faut même pas l'imaginer. Je veux dire, vraiment, encore une fois, c'est plutôt, Maxime Saada de Canal parle plutôt de resserrer la Ligue 1 et pourquoi pas de la resserrer à 18 clubs, 17 clubs. C'est plutôt dans ce genre-là, moi, à mon avis, que ça va se passer. Mais ne comptez évidemment pas pour que Neymar, Marquinhos ou même Mandanda ou même Fils de Paille baissent leur salaire. Ça n'existera pas, à mon avis. Hein. Ryan Jabelkir, vous pensez que certains grands joueurs vont accepter de petites baisses de salaire? Moi, je pense que certains vont accepter parce qu'il y en a qui ont quand même leur fin de carrière, entre guillemets, à jouer. Et comme Marion l'a cité, Mandanda, je pense que Mandanda baissera son salaire. Si. Peut-être que Dimitri Payet aura un peu plus de mal. Et c'est là où on verra vraiment les joueurs qui seront capables de faire la différence entre le personnel et le football. Et je pense qu'il y aura énormément de polémiques et on risque vraiment, vraiment d'être assez surpris pour certains cas. Émile Larieux, vous pensez que les joueurs, certains, par amour du maillot, comme on disait il y a un certain temps, mais est-ce que ça existe encore, vont accepter de possiblement baisser leur salaire si on leur demande? On l'espère. Il va falloir que ça soit fait collectivement et très habilement de la part des clubs. Moi, je pense qu'il va y avoir un effet boomerang un petit peu plus tard, pas aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il va y avoir toutes les fins de contrat et les renouvellements de contrats, vous allez avoir effectivement une baisse automatique de tous les salaires en fait des clubs, des joueurs, pardon. Et on va avoir en fait une économie du foot qui va être vraiment à deux vitesses. Je suis d'accord avec Marion. Les grands clubs vont garder les gros salaires parce qu'ils ne pourront pas se permettre de prendre le risque de perdre les joueurs en fin de contrat. Et donc, du coup, il va falloir qu'ils optent pour un autre système. Mais par contre, les clubs moyens, et Marseille en fait partie, va être obligé de va utiliser en fait ce système-là pour baisser la masse salariale en fait de ces clubs et faire des économies pour pouvoir continuer à survivre. Alors, il y a Eduardo qui dit baisser les salaires non, baisser les primes de match, oui. Pourquoi pas? L'amour du maillot, c'est fini. Ça s'est jumé là. Il y a plein de messages encore. Hein. L'initiative de baisse de salaire doit venir des joueurs eux-mêmes, par solidarité avec leur club. C'est difficile pour tout le monde. On nous dit les grands clubs sont déjà endettés. Barcelone, 900 millions de dettes. Voilà. Est-ce que Nicolas Nicastro, vous évoquez le sujet, est-ce que finalement, ça ne va pas précipiter l'arrivée d'une ligue fermée où les clubs garderont des très grands joueurs avec des très gros salaires, mais entre eux pour être sûr de ne pas descendre, pour limiter les risques? Je pense pas parce que comme on l'a dit, comme certains ont dit dans le chat, ceux qui nous écoutent chez eux, même les plus grands clubs sont très nombreux. Il y en a plein là. FC Barcelone. Et pour rebondir sur les propos de Marion, comme quoi le PSG ou l'OM ne demanderaient pas une baisse de salaire à leurs joueurs, c'est faux parce qu'en mars, pendant la première vague, j'ai pas dit qu'ils n'allaient pas la demander. Attention, j'ai jamais dit qu'ils n'allaient pas la demander. J'ai dit que ça n'allait sûrement pas être mis sur la table avec autant de force que ça. C'est juste ça que je dis. Mais j'ai jamais dit que le PSG n'allait pas la demander. J'ai dit que ça n'allait pas être accepté. Par les joueurs. Par les joueurs. Par les joueurs. Ah bah si c'est pas accepté par les joueurs, le PSG aura pas le choix de les vendre par exemple. Mais ils seront pas. Ah oui, ils vont vendre Neymar et Mbappé, ça c'est sûr. Non mais il faut pas. Un des deux. Qui va pouvoir, s'ils n'ont pas le choix et si la crise les touche trop, bah oui c'est possible. Mais en tout cas ils vont demander à leurs joueurs également de faire un effort au niveau salarial, ça c'est sûr. Julien Valk, est-ce que vous pensez que les joueurs vont accepter une baisse de leur salaire? Est-ce qu'on va leur imposer? Je pense que ça ne sera pas imposé, mais je pense que les joueurs, par rapport à ce qu'ils doivent donner comme image, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont accepter, comme des grandes stars comme Mbappé, comme Neymar. S'ils n'acceptent pas, ils savent qu'ils ont le monde entier qui vont justement leur cracher dessus après. Donc c'est justement une question d'image aussi. Après, moi, ça me va. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tant qu'on ne touche pas au salaire de Gignac, moi, ça me va. Et c'est l'Hawaïen qui parle. Hein. Vous faites un tabac avec votre chemise, Julien, là. Vous la remettez là tout le temps. Et Julien, aux États-Unis existe le salary cap. C'est-à-dire que le salary cap, c'est un seuil maximum au-delà duquel les clubs ne peuvent pas aller. Première nouvelle pour moi, merci de me le dire. Non, mais si, le salary cap aux États-Unis, en basket notamment. C'est un peu, oui, c'est l'équivalent du fair play financier un petit peu. Oui. C'est exactement la même chose. Oui. C'est ça. Ouais, ok. Ah, vous êtes d'accord, vous dites première nouvelle, ça existe le salary cap? Non, première nouvelle, c'est la première fois que j'entends cette façon. C'est la première fois que je vous entends parler anglais aussi, Gilles. Ah, très bien. Mais vous savez que j'ai vécu à Londres, hein, donc I'm fluent. Mais Julien, aux États-Unis, c'est limité justement pour éviter des faillites, des implosions financières, pour éviter
que la bulle n'explose. Et c'est cette possible bulle du football européen qui peut-être va exploser avec cette crise. C'est ça le risque. Ça peut être un risque comme il y en a d'autres. Moi, je préfère prendre un risque, je préfère voir un risque comme ça aujourd'hui que de voir un autre risque par rapport au virus, par rapport à toutes ces choses-là. Là, on parle d'une chose qui est par rapport à la situation d'aujourd'hui. Je pense que tout le monde, justement, doit montrer l'exemple, et surtout les personnes qui gagnent beaucoup, beaucoup plus que les restaurateurs, que tous les autres à côté. Voilà. Quelle démagogie. Maximus 3105 nous dit Dieu. Écoutez Maximus 3105 qui dit Dieu bénisse sa chemise. Et ça, c'est important. Rémi Larieux, vous pensez que la crise guette vraiment la Ligue 1 notamment, et que l'implosion de la bulle est possible? C'est ça, et je vais rebondir, c'est que sur la Ligue européenne fermée. Oui. Je pense qu'effectivement, cette situation-là va vraiment amener l'arrivée de cette Ligue européenne fermée, parce que justement, il va y avoir ces grands clubs qui vont faire des pieds et des mains pour garder leurs grands joueurs, et qui vont vouloir jouer entre eux, parce qu'à terme, il peut y avoir un fossé énorme entre justement ces clubs top 20 européens et tout ce qui se passe après derrière. C'est-à-dire que globalement, les grands clubs vont dire finalement jouer un championnat national avec des stars tels que voilà n'est pas très intéressant. Jouons une ligue fermée à 20 avec 38 journées et 38 matchs au sommet. C'est ça l'idée de la ligue fermée. Tout à fait, ouais. Qui rapportera des recettes monumentales. Fabrice, Rémi, vous pensez que cette ligue fermée, du coup, elle risque d'arriver? On en parlait récemment dans l'émission. Il y a des projets qui sont très avancés. Vous pensez que cette ligue fermée, elle peut être accélérée par ce qui se passe aujourd'hui? À mon avis, si la ligue fermée se fait, ça ne sera pas tout de suite. D'ici peut-être 2-3 ans, et encore, je ne pense pas que ça va arriver tout de suite. Maintenant, pour moi, je veux rebondir sur les salaires. Oui. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Les joueurs, comme au mois de mars dernier, ils ont accepté, parce qu'après, c'est rattrapé plus tard. Ça peut être rattrapé sur des primes. Par exemple, les 20% qu'ils perdent là, ils peuvent dire, voilà, moi, les 20%, on les met sur, si je gagne le championnat, on les rajoute là. Pour les grands joueurs, pour moi, ça pose aucun problème. Ça, ils acceptent, il n'y a pas de souci, parce que c'est rattrapé plus tard. C'est plutôt pour les joueurs de Ligue 2 ou les petits clubs qui gagnent, même si pour nous, c'est des grands salaires, mais par rapport aux grands salaires des footballeurs, on va dire que c'est vraiment moyen. Donc pour eux, s'il y a une baisse de 20-30%, c'est assez, entre guillemets, pas dramatique, mais ça va être plus difficile pour eux. C'est plus pour les petits joueurs où ça va être difficile. Mais pas les grands joueurs. Marion, vous pensez effectivement que ça va être difficile, vous le disiez, pour des clubs très agréables et très bien structurés comme Brest, qui sont des clubs qui risquent de souffrir de ça. Oui. Mais moi, je pense quand même que ce qui se passe aujourd'hui est si particulier. Vous disiez, les grands joueurs, les grands clubs sont à l'abri, même si on évoque une ligue fermée. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des actes symboliques commis par quelques joueurs très en prise sur la société qui disent moi, à l'image de cette société qui est en difficulté, j'accepte je propose même de baisser mon salaire. Possible ou c'est un rêve ça? Peut-être sur un coup, mais il l'a dit très bien, il y aura des primes. Voilà, encore une fois, ils sont à l'abri. Sur cette histoire de ligue fermée, moi je suis sûre qu'il y aura une ligue, mais elle ne sera pas totalement fermée. C'est-à-dire, je pense qu'on va d'ici quelques années, effectivement, vers cette ligue avec un super championnat européen. Mais je suis sûre qu'il y aura des équipes qui auront la possibilité de monter. Pourquoi pas une année Lyon, pourquoi pas une année Marseille, pourquoi pas une année Monaco, pourquoi pas une année Séville, etc. etc., etc. Ouais, mais en basket, vous savez que les compétitions, maintenant, on signe par exemple pour 10 ans. Oui, mais 10 ans, vous êtes assuré de participer à un championnat européen. Nous sommes l'Europe, on n'est pas en Europe, vous êtes assuré pour 10 ans de participer, par exemple, à un championnat européen, à une Coupe d'Europe, ce qui vous permet de préparer votre effectif et d'investir en conséquence. Oui, mais la différence fondamentale, c'est que là, il y a des droits télé extrêmement chers, hein, même si en ce moment, tout se discute. Il est évident que des équipes voudront faire partie de ce projet et n'attendront pas 10 ans. Et c'est important aussi pour les supporters et pour les droits télé. Si vous êtes supporter de Séville ou de Valence ou d'autres équipes, ou du Milan, vous avez envie d'être dedans de toute manière. Donc il faudra de toute façon l'ouvrir un petit peu. Ryan Jabelka, cette ligue fermée, elle va arriver inéluctablement? Oui, elle va arriver. Et moi j'ai l'impression qu'on normalise le fait que ce soit normal que les joueurs n'acceptent pas de baisser leur salaire. Ils vont pas. Et franchement, j'ai un gros coup de gueule à passer à propos de ça, parce que ça va, ils vont pas mourir. J'ai envie de dire,
Dimitri Payet, on va pas baisser son salaire de 200 000 euros par mois à 250 euros par mois. J'ai envie de dire, à un moment donné. Ouais, mais tu sais pas les charges qu'il a après. Oui, mais les charges qu'il a. Voilà. Il a un train de vie, c'est pas le même que le tien. Je suis désolé, mais SDF dehors, certes, d'accord, c'est l'extrême, mais un SDF pas derrière, comparer. le train de vie de l'SDF, il est pas pareil. Je suis désolé. Si Dimitri Payet, il doit, au lieu de manger des calamars ou du caviar le soir, il mangera des nuggets et des frites. Ryan, vous avez eu le temps de pousser votre coup de gueule. Voilà, ça tombe bien parce que l'émission est finie. Je voudrais remercier Richard Joffo, formidable à la réalisation, IRM.radio, la radio digitale qui monte, Ryan Jabelkir, vous l'avez entendu, Marion Edalo, Fatima Zahra El Alami, Fabrice Rémy et puis Rémi Larieux qui nous a si bien raconté le match PSG-OM. On rappelle, victoire de PSG 2-1 dans le Trophée des Champions. Il y avait également Nicolas Nicastro, l'Italo-Suisse, et puis l'Hawaïen de Californie, le roi du séquoia, Julien Valk, qui a érigé Gignac au panthéon du football mondial. Julien, vous nous avez fait une chronique inoubliable. Merci pour tout. Merci à vous. C'était la Foot Academy. On se retrouve très vite sur IRM Radio. Et merci aux dizaines de messages. J'ai lu ce que j'ai pu, mais il y a des dizaines de messages autour de l'émission. Et globalement, les gens sont contents. Ils ont bien ri. Merci Gilles Verdez. À bientôt. Merci à vous. bientôt. À bientôt et merci à Richard. Bientôt, bonne soirée.